Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro foot sur Dzahir avec bien sûr ce soir encore toute l'actualité de la semaine sur Face Foot. On va revenir également sur le thème de la semaine, la sortie médiatique du coach national à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Gourcuff qui est paru devant la presse pour expliquer sa stratégie ou tenter d'expliquer sa stratégie avant l'entame de ce groupe de la mort. On va d'abord voir si c'est réellement le groupe C, le groupe de la mort. On va parler de championnat, on va parler d'argent, on va parler de foot, de supporters. Et tout cela, bien sûr, avec tous ceux qui sont autour de moi. Je vais commencer tout de suite avec celui que le Milan Racing nous envie. D'ailleurs, on a reçu plein de courriers de la part de beaucoup de clubs en Italie pour essayer de le recruter. Mais son contrat est tombé. C'est Nourdine Saadi qui est avec nous ce soir. Nourdine, bonsoir, merci d'être là. J'espère que vous n'êtes pas tenté par les propositions. Avec le bon Algérie me suffirait. À côté de vous, lui aussi, il a tenté beaucoup de clubs, mais il n'en a pas fait beaucoup. Deux, et pas des moindres, Usuma JSK, Hadj Adlan est à côté de vous. Salut Hadj. Bonsoir Riyad. La même chose que le coach. Hein. Même chose voilà. Beaucoup de propositions Milan AC. Ça ne va pas plaire à certains si vous quittez votre poste. Non, la même couleur. Même couleur, même couleur. On va se tourner de l'autre côté, côté rédaction, avec l'affaire Habib, compétition et sur le plateau de Face Foot. Salut l'affaire, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, c'est moi. Jamal Rachdi de l'APS, l'agence qui nous dit tout sur tout, ou presque. Qui dit tout, je ne sais pas. En tout cas, tout sur le sport. Voilà, tout sur le sport, oui. Ça, c'est certain. À côté de vous, la rédaction de Dzahir TV, représentée par Mohamed Aberkan. Salut moi, merci d'être avec nous. Bonsoir Riyad, bonsoir tout le monde. Alors, mesdames, messieurs, la présentation s'en fait pour ceux qui nous découvrent et je rassure tous ceux qui nous suivent, tout le monde est là. On va commencer par tout ce qui a marqué la semaine, en tout cas entre l'émission de la semaine dernière et aujourd'hui. La Newsweek tout de suite et on revient sur le plateau. Au lendemain du tirage au sort de la CAN 2015, le plus dur commence pour la Guinée équatoriale, qui a un peu plus d'un mois pour se mettre en ordre de bataille, alors que de grosses interrogations subsistent sur sa capacité à assurer une organisation optimale et à éviter les couacs logistiques. Les défis restent immenses pour un pays qui vient à peine d'hériter de la compétition le 14 novembre, après le retrait du Maroc par crainte du virus Ebola. Le manque de temps peut être fatal à ce pays qui s'est porté garant du bon déroulement de cette 30e édition. L'analyse des documents des différentes formations de Ligue 1 parvenues à la Ligue révèle que tous les clubs se trouvent dans un état de solvabilité négative. Leur situation financière est devenue préoccupante, voire alarmante, ce qui place toutes ces sociétés dans une position de faillite. Une communication sur ce point lors de la prochaine réunion du bureau fédéral sera présentée à ce titre par le président de la Ligue de football professionnel. Le ministre des Sports a décidé à son tour qu'il y aurait les jours à venir une opération de contrôle des finances des clubs. Un tirage au sort des clubs sera effectué pour fixer l'ordre de passage de la délégation ministérielle. 13 journées se sont déjà écoulées. L'USM Alger, après un départ difficile, revient en devant de la scène. Le match gagné à Béjaïa samedi soir les a propulsés en tête du classement. Une victoire dans la douleur, entachée par les échauffourées qui ont marqué la fin du match et qui ont fait une vingtaine de blessés. La 7e victoire de la saison a surtout permis à Hubert Velud de respirer. Mais l'épée de Damoclès est toujours là. Le champion en titre sortant est bien parti pour défendre son statut. Ultime répétition pour les Algérois, avant d'aborder la très attendue Ligue des champions d'Afrique. Voilà donc pour les titres de cette semaine, vous l'avez vu, le championnat également, l'argent, je vous l'avais dit, dans les titres. Et bien sûr, on va commencer avec cette Coupe d'Afrique des Nations et le tirage au sort qui a eu lieu donc en Guinée équatoriale avec un président aux anges, président de la Guinée équatoriale bien évidemment, qui était très heureux de présenter cette coupe et de sauver l'Afrique après le désistement du Maroc. Sauver l'Afrique footballistique et sauver l'Afrique d'Ebola. C'est une CAN extrêmement complexe qui s'annonce sous de mauvais auspices, mais on ne peut pas aussi mal commencer. La CAN va certainement se dérouler dans de bonnes conditions, mais on peut s'autoriser à se poser des questions. Pour ceux qui se sont déplacés, notamment pour le tirage au sort, messieurs, j'ai pu discuter avec des membres
de la délégation, notamment le manager général, Yaz, comme tout le monde l'appelle, Yazid Mansouri, également le président de la fédération, le Hadj Raourawa, qui ont constaté que cette petite ville où a été tirée l'Algérie dans le groupe C, eh bien, c'est une petite ville où il n'y a pas beaucoup d'hôtels, je crois 1 ou 2 hôtels. Allez, on va aller jusqu'à 3 ou 4, mais c'est quand même pas énorme, un stade de 7000 places. Même pas. Ça, c'est pour le groupe C, mais la question que pose Nesseline dans cette Newsweek, c'est est-ce que la Guinée a réellement les capacités d'accueillir ce flux venu d'Afrique, de tous ces pays qui participent à la compétition? Je parle de supporters, je parle de la presse de chaque pays. Je ne sais pas si on peut déjà estimer le nombre de journalistes algériens déjà qui vont... Vous allez me donner, messieurs, des chiffres approximatifs dans quelques instants. Les chambres avoisinent 100 à 500 $ la nuit. Vous réalisez un petit peu le coût de la compétition. Est-ce que la Guinée équatoriale va relever le défi que lui a imposé la CAF? Pour commencer, tout d'abord, il y a une question à chaque fois qui me revient en tête sur la désignation de la Guinée équatoriale. Alors que si on revient au mois de juillet, la Guinée équatoriale a été disqualifiée par la CAF en raison du Camerounais que la Guinée équatoriale avait fait jouer en croyant qu'il a été naturalisé. Alors chez la FIFA, ça n'était pas le cas. Donc une CAF qui disqualifie un pays est juste après, parce que quelque part la CAF ne voulait pas se trouver SDF après le refus du Maroc d'organiser ce tournoi, cette Coupe d'Afrique. Et pour revenir à la Guinée sur les possibilités, est-ce qu'elle serait prête à organiser cette CAN en laps de temps très minime, même pas 2 mois? C'est un petit pays qui dépasse même pas les 300 000 km, je crois. C'est un beau pays, ok, d'accord. Les politiciens... Je crois que ça ne dépasse pas le million d'habitants, si je me trompe pas. C'est 700 000 habitants. C'est ce petit pays qu'on aime appeler le... Rappelez-moi combien d'habitants à Sao Paulo. Juste Sao Paulo. 20 millions. 20 millions d'habitants. Et donc c'est ce pays, c'est le petit, on va dire le petit Koweït de l'Afrique centrale. Après le boom pétrolier en 1990, c'est un pays en plein essor, mais on va dire que entre l'essor économique et les 60% de la population guinéenne qui vit avec $1 par jour, ça sera très compliqué. Parce qu'on devrait se baser aussi sur l'aspect social quand on veut organiser une Coupe d'Afrique pour un peu éviter les problèmes quelque part. Parce que ça aurait été bien au Maroc. C'est un pays touristique, c'est un pays qui a des moyens, qui a de magnifiques stades. Et pour revenir qui sait recevoir beaucoup d'hospitalité. On ne dit pas que les Guinéens ne savent pas recevoir. Enfin, qui sait recevoir, je parle bien sûr du sens hospitalier, culinaire, voilà. C'est notre voisin, le Maroc, mais qui a les moyens de recevoir aussi. C'est pas le cas de la Guinée. Et du coup, réellement, la Guinée équatoriale se retrouve avec 2 stades. Réellement. Celui de Malabo et celui de Bata. Reste 2 stades. Mongomo et Bébéine. Justement, il a parlé de problème d'hôtellerie à Riyad, mais il y a un problème d'infrastructure. Les équipes nationales, ils sont en train de chercher où est-ce qu'ils vont s'entraîner. Il n'y a pas que la compétition. C'est le cas d'Algérie. Ben oui. Il n'y a pas que la compétition. Faire des entraînements tous les jours, Exactement, il y a un problème. Là, pour ne pas trouver des stades où s'entraîner, ça va poser problème pour toutes les sélections. Mais messieurs, pour rétablir le débat, on va revenir sur ce tirage au sort. Il y a eu le groupe A, le groupe B, et finalement l'Algérie hérite de ce groupe C, et donc d'abord de la ville. La ville, en fait. Est-ce qu'on tire une mauvaise ville? Non. Par rapport à la 4e ville, non. C'est une très très belle petite ville. J'ai eu à visionner une vidéo. Elle est vraiment très 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 belle et très charmante comme ville. Pour avoir une idée, c'est la ville de tous les dignitaires du pouvoir et du président. C'est le petit Monaco de... Voilà, c'est un petit peu le petit Monaco. Toutes les routes sont bitumées, vraiment... Bon, il n'y a pas d'infrastructure hôtelière. Je rappelle qu'on joue que 2 matchs. Hein. Oui, on joue 2 matchs là-bas et le 3e à Malabo contre le Sénégal. Voilà. Si on est 2e, si on est classé 2e. Non, si on est premier, on reste. Non, si on est premier, on reste. Si on est 2e, on va à Malabo. Non, moi je parle de la ville. La ville, il y a effectivement 4 hôtels à peu près. Ça va être insuffisant, c'est clair.
Il y a eu le tirage au sort des hôtels, je ne sais pas ce qu'il a donné hier, pour choisir quel est l'hôtel. Mais en tous les cas, sur les conditions de séjour, je ne pense pas qu'il va y avoir de problème. Le seul problème qui va se poser, c'est conditions d'entraînement. Il va y avoir un seul terrain d'entraînement qui va être disputé par... deux terrains d'entraînement qui vont être disputés par les quatre équipes. C'est ça un gros problème. Le stade en lui-même ne posera pas de problème parce que la pelouse sera refaite totalement. C'est une pelouse qui vient d'Espagne. Donc, il y aura une belle pelouse. Et ça, c'est très important parce que l'équipe algérienne doit évoluer sur une pelouse adéquate à son jeu particulièrement. Elle fait le beau jeu, elle aime le beau jeu, donc elle aime une bonne pelouse pour Donc une belle pelouse, ce serait magnifique de jouer sur une pelouse nouvelle, une toute nouvelle pelouse. Maintenant, les conditions d'hébergement des journalistes, des supporters, ça va être... Mais c'est ça la CAN aussi. Ça va être un grand problème. La CAN, c'est pas que ceux qui jouent, c'est un spectacle. Il faut qu'il soit observé, il faut que les gens racontent ce qui se passe. Nordine Saadi. Je sais, Nordine, vous souriez avec votre magnifique dentition qui ferait pâlir et qui ferait la meilleure pub de tous les dentistes que je connais. Mais sincèrement, pour couvrir une CAN, il y a des journalistes de tous les pays qui participent à la compétition et puis il y a l'Europe qui vient observer, les Africains qui peuvent l'intéresser, il y a les médias, souvent, allez, on va les nommer, il y a des chaînes comme Bein, comme Eurosport, qui sont traditionnellement des chaînes qui se déplacent, en plus des... Voilà, c'est plus également. Un pays comme ça et une petite ville qu'on tire dans le tirage au sort, est-ce que ça vous gêne pas? Je sais que vous n'aimez pas la question que je vais vous poser, mais je vous la repose quand même. Vous êtes sélectionneur. Est-ce que c'est important pour vous que les supporters se déplacent en masse pour vous soutenir, pour venir vous voir, pour aller au stade? Ou est-ce que pour vous, dans votre tête, vous avez Afrique du Sud, Ghana, Sénégal, vous vous concentrez que sur ça et le reste n'est pas important? Il ne s'agit pas de l'entraîneur, il s'agit de l'influence positive qu'a eu notre public sur l'équipe nationale. Il faut revenir en arrière. Depuis Omdurman, les Algériens ont appris à se déplacer. Donc, il y a eu des facilitations, des facilités qui ont été accordées. Pourquoi ne pas le faire aussi pour oui, mais la là, Guinée le président de équatoriale? la fédération a d'ores et déjà averti qu'il y aura un problème, que ce ne sera pas possible, ce sera très compliqué. Les supporters algériens se suffiront d'une tente qu'ils prendront avec eux. Il fait beau. Ils peuvent se mettre dans des tentes dans les jardins, un peu partout. Et ils ont bien envahi à un moment donné le Soudan. Et on a vu comment que ça va faire un peu Woodstock en Guinée. Ben oui, ça s'est bien passé. Donc, pour revenir à votre question, les joueurs seront sensibles à la présence des supporters. Maintenant, l'entraîneur, il fait avec. Et s'il n'y en a pas beaucoup? Oh, s'il n'y en a pas beaucoup, il faut avec. C'est pas... De toutes les manières, il n'y aura pas beaucoup. Exactement. Combien à peu près? Algérien. Algérien. On ne sait pas parce que bon, il y aura donc c'est l'État qui va prendre en charge le déplacement des supporters. Je crois savoir qu'il y a un opérateur téléphonique qui va faire aussi. L'opérateur historique, on va dire. Non, je n'ai pas envie de citer. On va pas le citer, ouais. Voilà, donc ça sera une Coupe d'Afrique un petit peu extraordinaire parce que bon, on n'a pas l'habitude d'organiser des Coupes d'Afrique dans des pays comme la Guinée équatoriale, du moins de cette manière, c'est-à-dire à 2 mois, de l'événement, tu désignes un pays, c'est un peu difficile. Mais il faut faire avec. La Guinée a déjà organisé la Coupe d'Afrique, en disant la moitié d'une Coupe d'Afrique, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2012. Le même ticket allait être reconduit, Gabon que Guinée équatoriale. Je pense que c'était ça le plan B de la CAF dès le départ. Bon, le Gabon a lâché, il reste la Guinée équatoriale. Bon, ils ont le mérite d'accepter de le faire, ils ont les moyens, bon, disons financiers, ils peuvent le faire, c'est-à-dire ils peuvent aider au maximum, c'est-à-dire, bon, ils ne vont pas construire d'autres infrastructures en 2 mois, c'est clair, il n'y a pas assez d'hôtels dans cette ville, mais à Malabo et Bata, c'est 2 grandes villes quand même assez modernes qui ont beaucoup d'infrastructures, les gens qui vont se déplacer là-bas, je parle de peut-être des journalistes occidentaux, etc., ils ne sont pas obligés de rester dans les petites villes. Parce qu'il peut y avoir des rotations. Il y a même des vols. On peut louer une voiture et se déplacer. C'est 200 km maximum, je pense, entre Bata et les autres villes. Il y a des vols aussi. On a eu cette information récemment parce qu'on connaît des gens qui sont... Tiens, on va vous poser la question. Oui. Compétition, votre stratégie de couverture de la Coupe d'Afrique? Il y aura 3 journalistes, un photographe.
plus un journaliste, disons, freelance, qui n'est pas algérien, qui va donner un peu son avis avec le recul. Ben voilà, ce sera... Est-ce que vous avez déjà essayé de trouver des hôtels, des prix? Oui, c'est une nous, question... on a étudié la question, donc on a... Bon, y a pas, le problème avec les hôtels, effectivement, il n'y a pas un grand choix, mais c'est des prix un peu élevés. Wow. On profite de l'aubaine de la Cannes. Pas seulement, c'était pratiquement les mêmes prix avant. C'est le prix. Est-ce que la Guinée équatoriale est un pays africain aussi cher que l'Angola, par exemple? Pas aussi cher que l'Angola. L'Angola, je rappelle que c'est la ville, par exemple, Luanda, c'est la ville la plus chère d'Afrique. Je vous donne un exemple, hein, mesdames, messieurs. Une pizza napolitaine, pour vous situer un petit peu, coûte à peu près 25 $. 25 $ en dinars, ça fait à peu près... Oh, l'équivalent de 2500. 2500, vous payez une pizza, 3000 dinars. En gros. Une omelette à 1500 dinars. Voilà, c'est pour voir à peu près le prix. Pas plus tard qu'hier, on s'est amusé à voir un petit peu les villes les plus chères en Afrique. Et, sur les 10 premières villes, il n'y a pas de ville Guinée équatorienne. Pour vous dire une idée, c'est-à-dire c'est pas un pays aussi cher que ça. Elle n'est pas au top 10. Elle n'est pas au top 10. C'est-à-dire c'est loin de... Maintenant, pour ce qui est de la pauvreté, etc., bon, c'est juste pour... répondre à moi? Pas lui répondre, aborder dans le même sens. Bon, la CAF n'a pas, même la FIFA aussi, elle n'a pas l'habitude de prendre en charge le côté politique et social de la chose. La CAF, elle a d'autres intérêts. Elle s'assure qu'il y a une faisabilité. Voilà, et la Coupe d'Afrique, je rappelle qu'elle a été pas très loin. Hein. Elle a été organisée dans 2 pays les plus pauvres sur la planète. Je pense au Mali en 2000, Burkina en 98. Bon, ça a été des Coupes d'Afrique plus ou moins qui sont bien déroulées, acceptables, oui. Je les ai vécues toutes les deux. Question, messieurs, avant de passer au second thème, et Jamel, vous pourrez dire ce que vous voudrez, parce que je sais que vous dites toujours ce que vous voulez. Pardon, sur la question du transport des supporters et des journalistes. On a vécu ça en 1992, lorsque l'Algérie a été placée à Ziguinchor. L'Algérie a été placée dans une ville en Casamance, où il n'y a absolument rien du tout. C'est la brousse. Et c'est la brousse. Il y avait une seule route qui était bitumée, une seule, qui a été faite par un entrepreneur algérien d'ailleurs, qui était installé à l'époque là-bas, et dont les enfants sont toujours là-bas. Mais à l'époque, les gens habitaient Dakar, et il y avait des rotations en avion le jour même du match. Donc le transport de la presse et des supporters pourrait être réglé si les supporters vont être installés à Bata ou à Malabo, ou bien tout proche au Gabon, parce que la ville de Mongomo est pratiquement frontalière avec le Gabon. Donc il ne va pas se poser de problème. On va, messieurs, revenir à cette CAN dans le face-to-face tout à l'heure. Rassurez-vous, on va parler de l'ouverture, du tirage au sort, et également du message politique qu'il y avait dans ce tirage au sort parce qu'il était important. On va passer au second sujet de la Newsweek, c'est les clubs en faillite. La Ligue l'a mis en exergue il y a quelques jours, en tout cas cette semaine. Est-ce que les clubs en faillite en Algérie sont capables ou doivent être obligés, je ne sais pas, je vous pose la question, messieurs, de mettre la clé sous le paillasson? Mohamed Abdelkane, tous les clubs sont en faillite? Est-ce que tous les clubs sont en faillite? Pas tous les clubs, mais je dirais la majorité des clubs en Ligue 1 et en Ligue 2, selon le rapport établi par la Ligue de football professionnelle, sont en faillite. Et je ne sais pas si Jamel sera d'accord avec moi, mais je trouve que c'est le moment de lancer le fair play financier en Algérie. On peut investir que ce qu'on gagne. Il est impossible. Si on gagne 2000 dinars par mois, on ne va pas investir 4000 dinars. Un club qui n'a pas de ressources ne va pas ramener des joueurs qui valent des millions de dinars. Voilà, c'est dans ce sens. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, en 2014, on parle de faillite. Je trouve que le football algérien va mal. Dans le sens où il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, on n'agit pas. Question, messieurs, avant de commencer à débattre sur cela, je vais parler avec les journalistes et également avec les techniciens. Quand un club est en banqueroute, en Europe, je me souviens, ça m'avait marqué, il y a quelques années, un Monaco prestigieux qui se fait reléguer en 2e division c'est la règle du foot professionnel. Pour faillite. Un club professionnel, il est géré par une société. Donc c'est le droit commercial qui doit être appliqué. Lorsqu'une société est en faillite,
elle est en banqueroute, c'est-à-dire qu'elle est liquidée, elle doit disparaître. En C'est le liquidation. cas. C'est le Ça cas fait mal de- aux investisseurs, C'est tout le ça. cas de tous les clubs algériens, à l'exception d'une seule, je pense, c'est l'USMA d'Alger, qui est géré d'une manière assez correcte et indépendante. On va dire rationnelle. Pas rationnelle. Tous les autres clubs sont en faillite parce qu'on ne gagne absolument rien. On dépense un argent fou. Jamal, expliquez et je vous donne la parole. Qui est géré d'une manière rationnelle en Algérie. Nordé, y compris je vous redonnerai la parole. Expliquez aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est gestion rationnelle pour un club, parce que les gens oublient que le club professionnel maintenant est une entreprise, ce n'est pas un club, ce n'est pas une association qui vit de prestations et d'aides de la wilaya, c'est une entreprise. C'est comme une entreprise qui fabrique des cartons ou des chaussures, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est un club en faillite actuellement dans le championnat? Un club en faillite, c'est tout simplement un club qui ne sait pas équilibrer ses finances. Vous avez des rentrées d'argent, comment? Et vous avez des dépenses. Comment équilibrer ça pour qu'il y ait même si le déficit y est, dans tous les clubs du monde, il y a un déficit. Il est mineur et absorbé. Au Real de Madrid, il y a un déficit. Au Real de Madrid, le seul club qui est géré mondialement qui n'a pas de déficit, c'est Arsenal. Plus ou moins, qui est équilibré. Ou le Bayern de Munich. Mais tous les autres clubs sont en faillite et des déficits de centaines de millions d'euros. Ici, en Algérie, vous avez des équipes qui sont en faillite et qui ont des déficits de 13, 14, 20 milliards à peu près. C'est des choses qu'on peut équilibrer avec une gestion rationnelle. La rationalité, c'est quoi? C'est avoir des rentrées d'argent, des sponsors notamment, et des subventions. En fait, je résume en arabe parce qu'il y a eu un commentaire sur Facebook qui disait est-ce que vous êtes une émission en français ou une émission en arabe? En fait, on est une émission de foot, mesdames, messieurs. On peut parler en arabe, on peut parler en français. Ce que vous voulez dire, c'est bien sûr, tu équilibres ton budget, tu ramènes des joueurs, tu leur donnes des salaires à 350 millions mois, alors que tu n'as aucun dinar qui rentre. Les recettes, elles sont dérisoires, les recettes. Surtout maintenant avec le huis clos, les histoires de huis clos, qui ne servent à rien aussi. On va y arriver, ça, on Oui, va y arriver. Donc, comment équilibrer ces comptes? Et on équilibre ces comptes en équilibrant, en faisant un budget rationnel. Une balance. Une balance, voilà, tout simplement. Pardon. Rafik et ensuite Nordé Sadé. Voilà, on n'a rien à équilibrer. Parce que, bon, un club professionnel, c'est une entreprise économique. Mais en Algérie, est-ce que c'est une entreprise commerciale? C'est une entreprise qui ne fait pas rentrer d'argent. La question que je te pose, Rafik, comment un club de foot actuellement, dans un marché qui n'existe pas en Algérie, comment un club de foot peut faire rentrer de l'argent? Justement, on ne peut pas parler de professionnalisme sans marché, c'est-à-dire sans que le club puisse devenir une entreprise rentable, c'est-à-dire comment on peut faire rentrer de l'argent? Comment un club professionnel? Il y a trois manières de rentrer je prends l'argent. un petit Il y a club, trois manières. un petit club très simple, un club de Ligue 2, de Bundesliga, qu'on est parti voir Dresde, où jouait Aoudia l'année dernière. Il y a plusieurs modèles. Où il y a du marketing, il y a du merchandising, Bien sûr, il y a un stade, il y a des rentrées. Il y a un stade qui fait rentrer de l'argent. C'est les supporters, c'est les recettes, etc. Il y a un musée. Tout ça, je le fais rentrer dans le merchandising. Il y a le merchandising. Donc il y a le musée, il y a les ventes de tricots, des écharpes, des pins, etc. Et puis il y a la vente des joueurs. Site internet, avec pub. Bon, bien sûr. Non, mais on explique le fonctionnement d'un club. Le fonctionnement commercial d'un club. Les trois grosses rentrées d'argent. Et puis il y a la vente des joueurs. Donc, il y a des joueurs qui ne vivent que de ça. C'est-à-dire plutôt des clubs qui ne vivent que de ça. En fait, par exemple, des petits clubs je donne un exemple. Voilà. Le Real achète Zidane ou Cristiano Ronaldo à 70 millions. Le Real, il fait vivre dans 12 millions, je crois, pour Zidane et 92, 93. Si on voulait... Le maillot de Cristiano avant le début de championnat, il est en rupture de stock. Justement, on avait posé il y a de la question la semaine dernière en réponse à une question d'internaute qui avait posé la question pourquoi on n'essaie pas de faire ce que font les Européens. Quand vous parlez du Real Madrid, Jamel a dit que c'est un club en faillite. Moi, je dirais non. Le Real a prêté le nom de Bernabéu aux Émirats pour pratiquement 90 millions d'euros.
Ils ont signé un contrat. C'est à titre d'exemple. C'est à titre. Regarde, c'est à titre. Non, j'ai pas dit, pardon, j'ai pas dit que le Real Madrid était en faillite. J'ai dit j'ai dit qu'il est déficitaire. C'est pas la même chose. Ça, j'ai pas dit qu'il était en faillite parce que sur le plan légal, le Real Madrid n'est pas en faillite du tout. Il est très rentable. Il a un stade qui lui fait rentrer 90 000 spectateurs, 80 000 abonnés. Comment il peut être en faillite? Non, j'ai dit qu'il est en déficit. Attendez. Non, je veux qu'il reprenne sa pause dans des années. Je veux un gros plan sur dans des années qui se tient la joue. Alors, sincèrement, vous qui êtes coach, nous on dit tout dans cette émission. Attendez, combien touche en moyenne un coach de Ligue 1? En moyenne, hein, entre, on va parler en centimes. 1 million. En centimes, on va parler. Entre 50 millions et 120 millions. 100 millions. Je sais que Nordine va me parler aussi des salaires des étrangers parce que c'est pas les mêmes. Mais combien touche un coach à peu près dans le championnat de Ligue 1? On parlait du coach. Mais parce que ça fait partie du budget. Non. Moi, ça fait partie du budget du club. Pourquoi on parle des joueurs, on parle pas de l'entraîneur? Pourquoi on parle pas des entraîneurs? Franchement, tout ce que vous posez comme constat, malheureusement, c'est une règle chez nous en Algérie. On sait très bien faire les constats, mais on ne sait jamais donner les remèdes. Tirer les conséquences. Vous avez parlé de déséquilibre financier, ça c'est pas mon rôle, il y a des spécialités, comme l'a dit Jamal, dans le commerce, ou je sais pas qui c'est. On va ramener des sociologues, on va ramener des économistes, il n'y a pas de problème. Mais le déséquilibre aussi technique, aussi du niveau technique, il est comment dirais-je, il est la résultante justement de la gestion irrationnelle que font les clubs avec les joueurs. Je m'explique. Expliquez-moi. Il y a que chez nous où il y a le professionnalisme, on dit qu'il y a le professionnalisme, et les clubs sont obligés de céder à la pression d'un manager ou bien sûr du joueur pour toucher 8 mois d'avance. Ça n'existe pas. Vous avez donné des références de Madrid, de je ne sais pas quoi. Moi, je vous donne uniquement les voisins. Pas plus tard qu'avant-hier, je lisais le nouveau maillot du club africain et on dit l'endroit club de Tunisie. De Tunisie, l'endroit où on peut le trouver. Ça veut dire par là qu'ils ont réglé le problème comment dirais-je, de la vente du maillot. Qu'on ne va pas à l'Alma pour ramener, moi je suis d'accord avec pour ramener des conteneurs. En Algérie, un club comme l'USMA, structuré, ou comme le Mouloudia, qui a un maillot officiel, le vrai maillot avec la marque officielle, les sponsors officiels, normalement, il y a une boutique qui a pignon sur rue et qui est la seule habilité à vendre le maillot officiel. Mais vous allez avec tout le respect que j'ai, j'adore Bosch Boarelij, par exemple, ou le Elma, par exemple, ou l'Asnam, enfin je dis l'Asnam Chlef, où on peut trouver des maillots contrefaits. Alors, le maillot officiel, je finis, avec une marque de haut de gamme. On va dire que le Mouloudia, ou l'USMA, ou la SO Chlef, ou le Mouloudia d'Oran signent avec une grande marque. Je ne vais pas la citer. Et c'est un maillot qui coûte entre 700 dinars et 1000 dinars. OK? Le maillot. Donc ça doit revenir au club en contrepartie avec le partenaire. J'explique aux gens. Et si on arrive à trouver, les supporters n'ont pas beaucoup d'argent, on refait le même maillot qu'on vend dans des marchés, comment on appelle ça? Dubaï. Il y a un marché qui s'appelle comme ça, Dubaï. On le trouve à 1200 ou 1400 dinars. Il n'y a plus de marché. Parce que, justement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les grandes marques, les équipementiers de s'installer en Algérie? Parce que on n'arrive pas à contrôler le marché informel. Et qui un équipementier, le ministère du Commerce? Bien sûr, c'est l'État qui doit faire ça. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Écoutez, je prends l'exemple du Mouloudia. L'exemple du Mouloudia, il est clair. La marque, le sigle et la marque, attendez, ils sont déposés à l'ENAPI. C'est-à-dire que c'est des marques, elle est protégée. Mais personne ne réagit. Attendez, mais la réalité du terrain est tout autre. Lorsque vous ramenez un équipementier, l'équipementier s'engage avec vous, mais il ne peut même pas déposer une plainte pour contrefaçon et obliger, parce qu'on a essayé. Parce qu'on l'avait essayé avec un équipementier il y a quelques années. C'était impossible d'aller fermer une usine ou de la déquille où il faisait des tricots en contrefaçon. C'était impossible. J'adore votre jargon local. Non, c'était impossible. Il y en a plusieurs. Sur l'entreprise, je ne parle pas du tricot lui-même.
Alors les écharpes et les trucs, tout vient, il suffit d'une finale de Coupe d'Algérie ou là, et vous avez des conteneurs qui commencent à arriver de Chine. C'est extraordinaire. C'est pour ça que quand on parle de chez nous, il faut cesser de donner des exemples qui sont à des millions Non, mais on donne ou à pas des milliards d'exemple. d'années. Nordin, on donne pas d'exemple. On met le doigt là où ça fait mal. On n'a pas, Non, mais- écoutez, vous non. m'avez pas laissé continuer. On met le doigt là où ça vous fait avez mal. Si parlé un de- club doit vivre, il faut bien qu'il Non. retrouve des ressources pour vivre. Vous m'avez pas laissé continuer. Continuez, On a parlé Nordin Sadé. du déséquilibre, disons, financier. Il n'existe pas que au niveau financier, même au niveau technique, c'est justement l'organisation au niveau des clubs qui fait qu'il y a une, comment dirais-je, une incidence sur le technique. Maintenant, avant, on explique aux gens pourquoi les joueurs, ou même certains entraîneurs, exigeaient d'être payés d'avance. Parce que les clubs n'avaient rien. Donc, un joueur qui vient jouer une saison ou deux dans un club, il veut s'assurer En fait, au il a- moins 2 ou 3 mois. En fait, il n'a pas confiance en son employeur. Non, parce qu'avant, il y avait de quoi s'inquiéter. Il n'y avait pas d'argent. Maintenant, les clubs sont organisés. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de l'USMA et du Mouloudia. Moi, je trouve que c'est pas normal que des clubs, je dirais même Constantine, des clubs qui ont maintenant une base financière assurée ou stable. Et pourquoi voulez-vous, quand on ramène un joueur, on le paye plus cher que de là où il est venu? Je suis d'accord, au plus offrant. Mais en plus du fait qu'il a une augmentation vraiment conséquente, il exige d'être payé 6 mois, à 7 mois, à 8 mois d'avance. Moi, je trouve que c'est déjà déstabilisé le groupe. Mais c'est interdit d'abord. Et c'est déjà... Bon, je ne interdit. reprends pas ça. Dans la loi, c'est interdit. Le fait en Tunisie, on a parlé de Tunisie, ils ne le font pas. Le contrat, le joueur essaie, avec son manager, d'avoir une augmentation. S'il a une augmentation, il n'y a pas de 8 mois d'avance. Moi, je demande simplement, où est, si on veut mettre un peu d'ordre dans le football, où est la commission de régulation qui a été dissoute? Il y a que c'était Moussala qui devait, Haj Moussala qu'on salue pour la circonstance, qui devait s'occuper de ça. Et ensuite, cette structure qui devait assurer le contrôle des clubs a été totalement dissoute. Et ça me fait rire lorsque je lis hier sur le site de la Ligue nationale qu'on oblige les clubs à avoir un chargé de la communication. C'est bien beau d'avoir un chargé de la communication au niveau des clubs, c'est bien. Mais le plus important n'a pas été décidé. Installer la commission, hein, dire. Non, Non, Bon. il a parlé avec un de fair play financier. Si réellement on va l'appliquer chez nous, je pense qu'on aura un championnat à 2-3 clubs. Même pas, parce que Même pas. au jour On aura un championnat sans d'aujourd'hui, club. À 0 club. Parce que au jour même- d'aujourd'hui, on même- parle pas exagérer. réellement, au jour d'aujourd'hui, en 2014 en Algérie, on est censé parler de championnat professionnel. Je trouve que la réflexion est très profonde. Ce qu'a dit M. Saadi est très intéressant, ce qu'a dit Jamal est aussi intéressant. Sur le merchandising, avait parlé Ria tout à l'heure, il faudrait d'abord mettre fin à ce marché informel qui fait la concurrence aux clubs. En 2014 en Algérie, il n'y a pas de contrôle financier dans les clubs. Et les joueurs ne payent même pas d'impôts. Pas tous. Hein. Il y a même des... Pas tous, mais une grande partie. Une grosse partie Il y a des même joueurs. des commissaires aux comptes, je m'excuse, avec tout le respect que je dois à cette corporation, qui sont de mèche, qui approuvent des bilans qui ne sont pas valables. Et qui mettent même C'est pour ça Non, mais c'est- que, pour terminer, parce que ça va vite, pour il y a terminer des commissaires aux comptes qui avec sont ce complices titre, d'une mauvaise gestion. pour terminer avec ce titre ironique, la clé sous le paillasson, bien sûr que les clubs ne peuvent pas mettre la clé sous le paillasson, parce que ici, et je le dis encore une fois, au risque de me répéter, on dit tout, si on devait mettre la clé sous le paillasson, il n'y aurait pas de championnat de Ligue 1, il n'y aurait pas de championnat de Ligue 2, et l'Algérie sans football, ce n'est pas ça. vraiment Non, ce l'Algérie. n'est pas ça. On ne mettra pas la clé sous le paillasson, Mais la on gestion. organisera les clubs. Différemment. Différemment. On imposera un mode de gestion différent de celui Mais qui existe maintenant. On ne peut pas isoler le football de l'environnement économique algérien. C'est clair. L'économie Mais il y algérienne a pas. actuellement, c'est une économie qui est encore dirigée. Le marché n'est pas tout à fait... Bon, il est libre. Mais on peut faire une stratégie pour le foot, au moins une stratégie pour le foot. Quelle stratégie pour le Une foot? stratégie d'économie footballistique. Est-ce qu'on a aujourd'hui des capitaines d'industrie, de grands industriels, de grosses fortunes privées qui peuvent prendre en charge des clubs Il y algériens? en a un.
Je ne le nommerai pas. On ne va pas lui donner tous les clubs algériens. Il en a pris un. Alors, aux autres d'aller au charbon. Nordin Saadi avait raison de dire même l'USMA n'est pas. La gestion n'est pas rationnelle. Parce que qu'est-ce qu'il y a l'USMA? C'est une société qui donne de l'argent à l'USMA. Est-ce qu'il y a des rentrées? Parce que le marché ne s'offre pas. La société qui investit l'USMA, est-ce qu'elle gagne de l'argent? Non. Donc ça reste du mécénat, c'est pas de. Non, c'est pas du mécénat. Alors, je vais vous donner une appellation qui a été donnée, qui a été lâchée il y a quelques années. C'est de l'investissement patriote pour le football. C'est-à-dire, il y a un professionnalisme, il y a des clubs, on doit lancer le professionnalisme, et il y a des entrepreneurs à perte, hein, parce qu'il n'y a pas encore de marché dans le football, qui décident de prendre un club. Combien de temps il Parce que seul, on n'y arrive pas. Voilà. Maintenant, en Algérie, on a essayé de créer le professionnalisme d'État. Voilà, on a dit, parce que... Ça, c'est la réforme 70. Non, je parle de maintenant. Parce que des supporters du Mouloudia sont sortis dans la rue, on a eu peur. Allez, on donne le Mouloudia à son track, et pour faire équilibrer, on prend un club de l'Est, un club de l'Ouest, et on leur donne un club du Sud, on leur donne des sociétés nationales. À la GSK. Les autres, tous les autres clubs, pas le GSK uniquement, tous les autres clubs, ils disent, alors chaque club, on doit y trouver une société nationale pour la... Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que même Sonatrach, quand elle a pris le Mouloudia, elle l'a pris malgré elle. Vous croyez que c'est Sonatrach qui a décidé de prendre le Mouloudia? C'est une décision politique, pas commerciale, pas économique. Donc, c'est des solutions, voilà, en attendant, on va faire mieux, on va faire d'autres choses. C'est du bouche-trou. Messieurs, j'ai la formule magique pour tous. L'État va encore mettre de l'argent dans les clubs parce que l'État a besoin du football. Voilà, alors, il a dit le mot magique, c'est l'argent, ça me permet de vous couper tous. Et pour gagner de l'argent dans FaceFoot, je vous donne en mine, qu'est-ce qu'il faut? On veut bien gagner de l'argent. Il faut de la pub. Voilà, mettez Haddad, pub. Retour sur Face Foot avec la troisième partie de la Newsweek, la dernière. On va parler justement de championnat de Ligue 1, après avoir parlé de fric, après avoir parlé de Cannes, on va parler du championnat. Ce championnat extrêmement indécis, où tous les clubs sont très tassés. On ne connaît pas le premier du dernier, ni du creux du tableau. L'USMA, qui voulait virer Vélud il y a quelques semaines, se retrouve à la première place en compagnie d'une surprenante équipe de l'USM Al-Harrach, même si Charef est viré, il reste encore le spectre de Boualem sur cette équipe de l'USMH, drivé par Abdelkader Yaïch, l'USMA, qui revient fort après sa victoire face au Mob de Béjaïa, un match spectaculaire diffusé sur plusieurs antennes. C'était le choc de la Ligue 1, souvenez-vous, le week-end dernier, entre les deux premiers, l'USMA qui se retrouve donc en tête. Revoilà le champion. Aurait-on dû parler de changement d'entraîneur du côté de l'USMA, comme on en a parlé dans plusieurs clubs? Je crois que les entraîneurs virés, on en tourne autour de 9 ou 10 ou 11, je ne compte plus. Vous ne comptez plus, messieurs. Et l'USMA est là. Alors, on va parler d'abord de ce match qui a permis, grâce à Rabia Meftah, je crois, de remporter ce match face au Mob. Et on va parler de la particularité de ce derby. Superbe match jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final. Et puis, il y a eu des incidents. On n'en a pas beaucoup parlé, on n'a pas vu beaucoup d'images, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. La presse en a parlé. Vous, Hadj Adlan, vous y étiez dans ce match. On ne va pas parler de résultats techniques, ni de classement, on va parler d'événements. Il s'est passé des choses dans ce stade, alors qu'on parle de violence depuis plusieurs semaines, de campagnes, de stars qui font des campagnes contre la violence. Il s'est passé quoi, Abdjaya? Je vais commencer par le départ, parce que c'est vrai que c'était l'affiche de la journée, entre deux clubs qui étaient premiers dans le classement. Ça a commencé avec une très bonne ambiance, il y avait de l'animation dans les tribunes. Ils ont créé une très bonne ambiance, les supporters du Mob. Même sur le terrain, moi personnellement, je tiens à féliciter les 22 acteurs qui étaient à la hauteur. Chacun défendait ses couleurs comme l'éthique le veut. Comme le règlement le veut. Mais là, à la fin, j'ai peut-être être plus en colère que d'habitude. Parce que moi, ça fait un bon moment que je me suis retiré des stages. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. J'ai entamé la carrière de consultant. Je suis très content d'ailleurs.
Mais là, Riyad, j'ai vu des trucs, vraiment, moi, actuellement, j'ai des gosses. Et je suis en train de penser qu'à chaque fois, peut-être que je vais les embrasser tous et on leur dit, la prochaine fois, tu vois, papa. C'est-à-dire, on va au stade comme on va à la guerre. Là, ça me rend vraiment. Non, mais Riyad, un chef des trucs. C'est vrai que maintenant, c'est beau de dire les supporters talisman, les sauts, le stade. Mais la cause, elle est où? Moi, j'ai vu des gens, pas moins de 20 personnes, les gens qui dans le vestiaire. Dans le vestiaire, quel vestiaire? De l'USMA. Les dirigeants du MOB, ils sont à féliciter aussi parce qu'on les a vus transporter les blessés qui pouvaient les transporter, que ce soit au vestiaire de l'USMA ou carrément à l'hôpital. Mais là, attendez, c'est grave ce que vous dites. Ben oui. Blessés. Je les ai vus avec mes propres yeux. Il y avait plusieurs personnes, sans parler des gens qui avaient le strapping au niveau des articulations, surtout les chevilles, parce qu'il y a des sauts qui sont été de 10 mètres. Il y a des gens qui ont sauté pour se sauver. Il y avait un genre de guet-apens. Et il n'y avait pas d'autre solution que de rentrer à l'intérieur du stade. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grillage dans les stades anglais, par exemple, où on peut accéder au stade. Mais pourquoi arriver à sauter au stade? Il y avait une tranche de supporters Talisman, 500 à 600 personnes maximum, contre il y avait plus de 10 000 de supporters du MOB. C'est vrai que c'est une tranche de supporters qui a fait ça. Mais là, arriver à aller au stade, arriver à aller travailler dans un lieu, comme il a parlé à un certain moment à l'affaire, et tu n'es pas en sécurité, les gens se posent la question maintenant. Est-ce que réellement la personne qui va au travail est protégée par les gens qui étaient censés faire en sorte que les choses se passent tout en sécurité et puis que rien ne peut se passer parce que c'est une partie de foot, Riyad. Ce qui me rend fou hein, dans ce que j'ai vu. J'arrêtais pas de raconter ça à Bilal, au Farid, au retour. C'est vrai que ça fait un bon moment que nous allons de loin, chouf. Mais chef des pratiques, on a des exemples, حكيته لمحمد بوخمية hier. Un vestiaire, les seniors de l'USMA partageaient le vestiaire avec les U21. Vous trouvez ça normal? Je ne plains pas encore une fois les dirigeants du monde parce que ce n'est pas eux qui gèrent le stade. Le stade appartient à l'OPOF. Ah oui, là, ils sont qui mènent les autres clubs. Mais, on a une partie de foot. On parle de Ligue 1 professionnelle. On parlait tout à l'heure de déficit financier. Je ne pouvais pas intervenir parce que ce n'est pas de mes prérogatives. Mais ce que j'ai vu, je suis en train de... Pasta, on a parlé de sensibilisation, il y a des exemples ébossés. À ce rythme-là, quand on lève quand moi je me déplace pour jouer sur ton terrain, quand on lève le match nul et la victoire, la question que je te pose, Hadj, et à Saadi, qui a longtemps joué des matchs à l'extérieur en se disant est-ce que dans notre championnat, c'est pas possible d'aller gagner à l'extérieur? Est-ce qu'on peut pas accepter d'aller gagner sur un autre terrain sans violence? Est-ce que le foot peut battre la violence, Nordin Saadi? Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le constat, il est toujours là, on le fait bien. En Algérie, dans tous les domaines. Mais les remèdes ne sont jamais trouvés. Il y a trop de démagogie autour d'un événement quelconque. Exemple, je m'explique. Hier, il y avait soi-disant une ambiance créée par les supporters. Je ne sais pas moi, couper des petits papiers, les balancer de la tribune. Le journaliste à la télévision, il a trouvé ça exceptionnel, sensationnel. Moi, je pense que les supporters algériens, en général, on ne doit pas les féliciter jusqu'à la fin. Quand ils sauront bien se tenir, quand ils vont passer une année, on peut citer les premiers, on peut donner des cadeaux, on peut faire un classement. Mais nous, il y a un tifo, on appelle ça un tifo, les drapeaux là. Hein, un tifo. Il y a un tifo, vous entendez, ça y est, on est devenu comme certains pays du côté du Moyen-Orient, où c'est pratiquement du cher.
Sha'ar al-Melhoun. Ils n'ont C'est de pas, la de public, poésie. ils ont pas de public. Écoutez, parce que, voilà, comment on juge un vrai public? C'est quand il perd. Moi, je pense anormal. Les dirigeants du MOB, l'équipe du MOB, ne méritent pas ce qu'ils ont vu hier. Parce que je connais bien le MOB, ils ont réussi avec peu de moyens à faire une équipe, à avoir une masse salariale peut-être des moindres au niveau du pays, à être très bien organisé, à soutenir un entraîneur, bien sûr, fait son boulot. à soutenir un entraîneur et lui faire confiance totalement. Moi, je pense que le public doit suivre. Ils doivent accorder des circonstances quand l'équipe ne joue pas bien. Or, hier, ce n'est pas le MOB qui n'a pas bien joué. C'est l'USMA qui était supérieur. Tout à fait. Pour une fois, le MOB n'a pas joué parce qu'elle a été empêchée de jouer. Parce que l'équipe de l'USMA, tactiquement, ils ont pris la manœuvre. Ils ont empêché Dahouch, qui était un débuteur de construction d'attaque. Non, ils ont empêché le MOB de construire son jeu habituel. Donc, moi, ce que je veux dire par là, je discutais avec un dirigeant du MOB, ça fait peut-être 2 ou 3 mois. La peur qu'il avait, c'était est-ce que notre public va être aussi formidable comme il débute, comme il est maintenant? Est-ce que ce n'est pas les résultats qui sont en train de faire que les supporters du MOB inventent chaque fois quelque chose de ça veut dire que les comme les tifos là, les supporters ne savent que gagner, ils ne savent pas perdre. Mais pas uniquement les supporters du MOB, les supporters algériens. Ils ne savent que gagner. Regardez ce qui s'est passé à Constantine. Garzetto, c'est à un moment donné, c'était on a failli lui faire une pancarte à Constantine. Et, il a fait du bon travail. Il a suffi qu'il ait deux matchs, disons, sans résultat, et tout le monde s'est retourné contre lui. C'est pas normal, ça. Non, bien sûr que c'est pas normal. Donc, moi, ce que je veux dire par là, le constat, il est là. Moi, je dis, j'adresse un appel à la presse. Il ne faut pas féliciter ou, disons, encenser les supporters jusqu'à la fin de saison. Parce que c'est bien bon. On a vu des gens découper des confitis, c'est comme ça qu'on appelle. Des confitis, oui. Hein? Les jeter de la terrasse. Moi, ce que j'ai entendu, c'était du sha'ar, c'est extraordinaire, rawa. Pour finir, puisque Mehdi Haddad va nous annoncer la fin de la Newsweek, ça me rappelle un chant magnifique que moi j'adore. Il est chanté à Anfield, à chaque match. Anfield, mesdames, messieurs, c'est le stade du mythique club de Liverpool. Même quand Liverpool perd 4-0, eh bien, on chante « You never walk alone », ça veut dire « Vous ne marcherez jamais seul ». Les supporters sont toujours avec leur club, aiment leur club. Il n'y a pas de chantage, Jamel Rachdi. On aime son club jusqu'à la mort, c'est ça? Naturellement. Voilà. Moi, j'ai vu l'exemple de Dortmund qui ont gagné un match en championnat et ça a été une osmose extraordinaire, une communion terrible avec le public. Les joueurs sont montés à la fin du match. Ils ont tapé des mains, pratiquement un grand nombre de supporters. C'était une image extraordinaire. C'est ça, être un pays de foot. Merci pour cette première partie, la Newsweek. Merci Hadj Adel, merci à notre coach. Capello, j'adore l'appeler Capello, non, des années. Merci. Capello Ftera. Capello Ftera, on passe à la deuxième partie, le face-to-face. Même si la fièvre Ebola a quelque peu chamboulé le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2015 aura bel et bien à la date prévue. La CAF a jeté son dévolu sur la Guinée équatoriale qui a accepté les sollicitations de l'instance africaine, le pied levé, en remplacement du Maroc. Après avoir trouvé un abri pour cette CAN, le très attendu tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations effectué mercredi soir à Malabo a rendu son verdict. Il nous a bien réservé des surprises.
La Guinée équatoriale, pays hôte et dans la CAN, n'était que rêve et chimère, a hérité d'un groupe A globalement clément, qui comprend tout de même le Congo de Claude Leroy et le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique. Le Gabon, qui a dominé le groupe C de la tête et des épaules, sera également un client à la qualification. Le groupe B, lui, présente une réelle cohérence puisque la Zambie, la Tunisie, le Cap-Vert s'y retrouvent avec en jeu l'une des 2 premières places. Un objectif que partage également la République démocratique du Congo, dernier qualifié en tant que meilleur 3e des éliminatoires et qui peut créer une nouvelle fois la surprise. Tout feu, tout flamme, l'Algérie hérite d'un groupe piège, mais le gros du spectacle sera probablement à suivre du côté du groupe C, dans ce groupe où seuls les robustes survivront. Le sort a mis aux prises le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Sénégal. 4 grands noms du continent qui devront batailler ferme pour décrocher la qualification. Le groupe D présente également son lot d'affiches avec la présence de 2 grands rivaux continentaux, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, 2 géants africains qui devraient se jouer de la première place, même si le Mali et la Guinée tenteront eux aussi de sortir des poules. Les groupes sans connus restent à présent à bien gérer cette CAN. Le manque d'infrastructures, d'hébergement et de terrains d'entraînement risque d'être un sérieux handicap pour la bonne préparation des 16 nations qui seront en immersion pendant presque un mois en Guinée équatoriale. On trouvera de quoi se mettre sous la dent au fil des jours. Le rendez-vous est donc pris pour le 17 janvier prochain, Bata, pour le coup d'envoi de la compétition entre la Guinée équatoriale et le Congo. Ça, c'est la caméra de Roné et je vais vous dire un truc. Les spécialistes du foot adorent commenter les tirages au sort de Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde, le groupe facile, le groupe de la mort, le groupe difficile. L'Algérie a sorti le groupe de la mort. On va commenter ce soir justement ce tirage au sort. Quel est ce groupe de la mort? Même si ce terme un peu violent, je ne l'accepte pas dans un sport comme le football, qui est un sport de paix et de fraternité, mais un groupe difficile, voilà, on peut le dire comme ça, mais pas seulement, parce qu'il y en a un autre qui est encore plus compliqué que celui de l'Algérie, c'est le groupe D. On va parler de tirage au sort des adversaires de l'Algérie, du premier, du second, du 3e match, des quarts de finale, si l'Algérie arrive à se sortir de ce groupe, parce que, souvenez-vous, toute la presse, et je me retourne vers mes confrères de la presse qui ont dit que l'Algérie est un des favoris du continent, meilleure équipe africaine, ça c'est la FIFA qui nous blouse un peu avec son classement. On a été 15e mondial, premier africain avant ce tirage au sort. Est-ce que nous le sommes réellement? Parce que le football, c'est le terrain, c'est la pelouse, c'est les buts, c'est gagner après 90 minutes. C'est ça, être le meilleur du continent. Il faut gagner le premier match. Le second, il faut terminer premier, au pire second, et se hisser au quart de finale, ensuite les demi-finales, et pourquoi pas une finale historique, parce que ça fait extrêmement longtemps que l'Algérie n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie jouera, je le rappelle, l'Afrique du Sud. Ensuite, elle jouera le Ghana dans la même petite file de Mongomo, merci Djamel. Ensuite, elle ira à la capitale Malabo pour jouer le Sénégal, qui est la meilleure nation de ce tirage au sort. Quand je dis meilleure nation, c'est pas une nation footballistique, mais du moment. Quelle est la meilleure équipe, la plus solide, la plus forte, la plus dangereuse pour la sélection? Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, pourquoi mesdames, messieurs, je parle aux téléspectateurs, mais je parle surtout à vous. Quelle est l'équipe qui a le plus de chances d'aller au bout de cette CAN de la Guinée équatoriale? C'est l'Algérie. L'Algérie, tu te mouilles? Oui. C'est pas parce qu'il y a eu un tirage au sort aussi difficile qu'il soit, mais bon, ça reste une. Est-ce que c'est le groupe de la mort d'abord? Bon, d'abord, avant de parler du groupe de la mort, moi je voudrais dire que je pense que la CAF est en train de jouer avec le feu. Elle est en train de faire des mélanges comme ça de mauvais goût. Et on se retrouve avec un tirage au sort où il y a des groupes déséquilibrés. Est-ce que il y a une Coupe d'Afrique déséquilibrée? C'est dirigé comme tirage au sort? C'est pas dirigé. Ils ont choisi une méthode qui a fait qu'on s'est retrouvé avec, voilà, avec 2 groupes très difficiles. La classification, surtout au niveau des paliers. Voilà. Donc il y a un déséquilibre. En plus, les groupes
les difficiles sont croisés entre eux en quart de finale et les plus faciles sont croisés en plus. Donc en finale, on va se retrouver avec forcément en demi-finale et en finale, peut-être avec une bonne équipe qui a avec un tapis balisé. Voilà. Ça, et je pense qu'il faut revoir la manière de désigner les chapeaux. Ils ont pris en compte donc les 3 dernières Coupes d'Afrique, plus un peu la dernière Coupe du Monde, plus les éliminatoires. Je pense qu'il faut aller vers un classement CAF. C'est-à-dire au même titre que fait comme le classement FIFA, on ne prend pas en compte le classement FIFA, on fait un autre classement où on met juste les matchs entre Africains et on établit un classement. Ça peut être plus équilibré. Mais bon, passons. Bon, pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut avoir une grande équipe, il faut bien se préparer, il faut avoir un coup de pouce du destin. Bon, selon apparemment tous les observateurs, le destin n'a pas été de notre côté. Parce que, bon, il nous a fourni donc un groupe difficile, entre guillemets, et aussi peut-être une ville difficile. C'est-à-dire on n'est pas tombé sur les 2 bonnes villes qu'on a voulu dès le départ. Bon, maintenant, donc il s'agit de forcer le destin. Donc en plus d'avoir une grande équipe, il faut bien se préparer, il faut rester très, très, très concentré et ne pas avoir peur d'avoir des ambitions pour cette Coupe d'Afrique. Moi, je pense que ça reste jouable. On a les moyens. Maintenant, elle est peut-être... c'est-à-dire on va commencer, c'est-à-dire cette Coupe d'Afrique va se dérouler à l'envers, on va commencer par le plus difficile pour peut-être arriver au plus facile. Et manger le dernier. Il faut sortir d'abord de ce groupe. Bon, groupe de la mort, moi j'aime pas aussi ce terme parce que bon, c'est du football, il n'y a pas de mort, il n'y a que la joie et de... Voilà, le foot c'est magnifique, c'est merveilleux, voilà, il faut pas donner ce genre de choses. Il y a 3 équipes qui jouent au football, c'est tant mieux pour nous. C'est-à-dire le Ghana, franchement, jouer contre le Ghana, c'est un bonheur. Parce que c'est une équipe qui joue. Le Sénégal, c'est une équipe qui joue un peu à la malienne. On connaît le football. Un peu mieux. Quand c'est un bon Sénégal. Voilà, quand c'est un bon Sénégal, bien sûr. Donc j'ai vu la dernière fois un joueur sénégalais très, très talentueux qui monte. Qui a battu Chelsea. Qui a battu Chelsea. Si c'est... Voilà. Mais bon... remplaçant à Chelsea. Pas Chelsea. Remplacé chez Mourinho. Non, à Newcastle. Il a battu Chelsea. Voilà. Maintenant, après, il reste... Sénégal, c'est une bonne équipe. Hein, entraînée par un entraîneur qui connaît un peu, maintenant, par la force des choses, de l'Afrique, etc. Alain Giresse, qu'on connaît bien. Et puis, il reste l'inconnu, je dirais, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a réussi à éliminer quand même un pays comme le Nigeria. Et qui n'a quand même pas perdu. Et le Sénégal qui a éliminé une équipe comme l'Égypte. Bon, l'Égypte, elle a perdu de son... Voilà. Le Nigeria, c'est un mondialiste. C'est le détenteur du trophée. Donc c'est quand même quelque chose. Donc il faut faire attention. Et en même temps, c'est le premier match. Donc c'est le match à ne pas rater. C'est-à-dire, franchement, si on veut bien débuter, il faut battre d'abord l'Afrique du Sud. Après, Avant de vous donner la parole, Djemal Rachdi, vos lèvres vous démangent, je vais revenir à Nourdine Saadi. Je connais son avis sur le tirage, mais je veux l'avoir ce soir sur le plateau. Ce groupe qu'on a tiré, il est difficile. Je ne vais pas employer le terme groupe de la mort, mais c'est le plus gros et le plus dur groupe de ce tirage au sort. Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose, ou est-ce que si on est vraiment fort, eh ben on peut sortir de ce groupe? Bon, avec le groupe D, c'est vrai que l'analyse qu'a fait Habib, elle est vraiment judicieuse et j'espère qu'elle va être écoutée par la CAF. Elle est écoutée parce qu'elle passe à la télé. C'est normal. La manière d'organiser les chapeaux. Comme ça, on va directement pour sortir 2 groupes avec 2 fortes équipes, de très fortes équipes, et 2 groupes moyennement. Ceci dit, l'équipe d'Algérie, notre équipe, elle a de quoi maintenant être sûre, c'est qu'elle a stabilisé ses performances. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait peur parce qu'on ne sait pas dans quel jour on va être dans les éliminatoires, que ce soit ceux de M. Alizouzi, que ce soit ceux de M. Saadane. Ça a été un peu un bon match, en dents de scie. On se tenait toujours le ventre. Maintenant, depuis le mondial, et depuis l'arrivée aussi, depuis le mondial, une excellente prestation. On a vu des joueurs qu'on peut qualifier de très bons. Plus la confirmation qui a été faite dans les matchs officiels. C'est ça qui fait que maintenant, on doit
compter sur notre équipe nationale parce que quand M. Gourcuff est arrivé, il n'a pas repréparé l'équipe par des matchs amicaux pour voir quelle était sa valeur. Cette équipe est rentrée directement dans le tas, dans les matchs officiels, ils se sont bien sortis, avec l'art et la manière. Je pense qu'il n'y a pas de raison que maintenant, cette équipe va descendre d'un palier. On est un vrai concurrent pour la Coupe d'Afrique. Notre entraîneur, je pense qu'il a tout compris. Il a bien analysé les joueurs, 6 joueurs d'abord, avant les joueurs africains. Donc je pense que le groupe, même s'il est difficile, nous aussi on est difficile. Alors, je suis content qu'on soit tombé le premier match contre l'Afrique du Sud plutôt que contre le Sénégal. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de manière de jouer. L'Afrique du Sud, même si si vous voulez, elle pratique un football à peu près le même que le nôtre. Il est ouvert. Ce n'est pas le cas du Sénégal qui peuvent être un vrai rideau. Alors, Nordine, vous avez parlé de l'entraîneur qui est confiant. On va l'écouter justement sur un fait important. Gourcuff est un bon technicien, un bon entraîneur, un bon pédagogue, un bon matheux. Mais il a un bémol, c'est qu'il manque d'expérience. Il ne connaît pas les grandes compétitions. Et il ne connaît pas l'Afrique. On va l'écouter sur son manque d'expérience dans les grandes compétitions. Vous savez, j'entraîne depuis 82. Alors, j'en ai vu. Hein. Moi, j'ai fait la Champions League asiatique. J'ai eu beaucoup d'Africains. J'ai joué contre beaucoup d'Africains aussi. Voilà. Après, il y a un contexte, évidemment, que j'ai découvert, notamment de l'arbitrage africain. Ça, c'est... Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des choses effectivement qui m'ont surpris. Et puis après des conditions de jeu évidemment qui sont différentes. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir passé 10 ans en Afrique pour s'en apercevoir. Bon après, il y a une adaptation aux conditions de jeu évidemment. Mais voilà, non, j'ai pas d'appréhension particulière. Au contraire, ça me donne l'envie de découvrir ça, sachant que ce que j'espère, c'est qu'il y ait une équité sportive. Je vais parler de l'arbitrage, des conditions de jeu aussi, parce que évidemment sur des terrains, et on a connu ça quand on a joué en Éthiopie, quand on ne peut pas faire 3 passes, on est évidemment pénalisé dans l'expression de notre football. Voilà, il est droit dans ses bottes. Gourcuff, mais il y a 2 choses qu'il découvre et qui l'inquiètent. L'arbitrage africain et les conditions en Afrique. Quand il parle de conditions, c'est les stades, le terrain de jeu pour qu'il puisse pratiquer son jeu et l'arbitrage. Et là, il met un doigt sur l'arbitrage. Pour lui, il est mauvais. Ça se voit. Non, il est mauvais surtout sur les expériences qu'il a connues récemment, notamment au Mali, parce que cette défaite, elle lui est restée en travers de la gorge, hein, même s'il peut-être qu'il a voulu faire tourner, il a voulu faire tourner un petit peu son équipe, mais il s'en veut lui-même parce qu'il a dit j'assume l'entière responsabilité de la défaite. Et je pense qu'il a découvert des choses qui lui étaient pratiquement inconnues à ce moment-là, surtout l'état du terrain, mais surtout l'arbitrage. Mais je l'oublie. Mais je pense qu'au niveau du niveau de jeu, mais on oublie le niveau de l'arbitrage. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur d'arbitrage flagrante. Même en Coupe d'Afrique de 2013, ça a été le cas en Afrique du Sud. On a vraiment bavé avec ces histoires d'arbitrage, de fausse interprétation des arbitres. Mais l'arbitre reste l'arbitre. C'est ça le drame. Même en compétition officielle. Vous avez vu ce que nous a fait le fameux arbitre togolais contre le match contre l'Égypte en 2010. Donc c'est un tas de choses. Rappelez-moi son nom. Enfin, il a pris sa retraite depuis. Tout le monde le connaît maintenant. Il a pris sa retraite depuis. Ça va me revenir. Oui, mais Kodjia, voilà, le fameux Kofi Kodjia qui est, voilà, le béninois, voilà, béninois partant. Le fameux Kofi Kodjia qui a depuis cette date arrêté d'arbitrer de toutes les manières. Donc, un des grands problèmes pour Gourcuff, effectivement, ça peut être l'arbitrage. Donc pour revenir un petit peu au tirage au sort, je pense que l'Algérie
Il est prématuré de parler de qui va gagner cette Coupe d'Afrique, parce que les forces en présence sont quand même assez nivelées. On est tombé dans un groupe quand même assez relativement élevé. Mais l'Algérie, c'est bien ça. Si on est vraiment les meilleurs, on va le savoir en premier. L'Algérie fait peur aussi, attention. Exactement. Parce qu'avant, on partait pas, on avait quelques appréhensions sur qui on va tomber, etc. Mais maintenant, c'est les autres aussi qui ont dû se dire et qui se disent, quand même, on est tombé sur une grande équipe d'Algérie qui risque de rappeler. Le dernier mondialiste, voilà. exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'entre le troisième, le groupe C et le groupe D, je suis sûr et certain que le champion d'Afrique est dans un des deux groupes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Rapidement, moi j'appelle ça le groupe du foot, pas le groupe de la mort, d'une. Et puis pour parler d'expérience de Gourcuff, je pense que les joueurs peuvent quelque part, avec leur talent et leur savoir-faire, écrire l'histoire. Voilà, je pense que ça va pas être un handicap pour l'entraîneur. Maintenant, il faudrait bien commencer, parce qu'en Coupe d'Afrique, on va écouter Gourcuff une deuxième fois pour que Nordine réponde justement. Pour une Coupe d'Afrique, celui qui peut aller jusqu'au bout. Généralement, on commence petit à petit et après on prend le rythme. Là, avec le groupe qu'on a, il faudrait qu'on commence très fort. directement. Voilà, la pyramide, elle est à l'envers maintenant. Exactement, il faudrait qu'on commence. Alors, on va écouter Gourcuff sur sa liste des 23. C'est pour ça que je parle de Nono, de Nordine Saadi, parce que quand on va à la bataille, il faut qu'on prenne les meilleures armes pour pouvoir aller au combat. Et lui, sa liste, il l'a choisie. Et vous allez voir, il y a un petit tacle, je ne sais pas si c'est au-dessus de la cheville ou en dessous de la cheville, de Vahid Halilovic. Jugez vous-même. Voilà, sur la liste définitive, donc comment on va procéder. Donc la date FIFA nous impose de faire une liste 15 jours avant, c'est-à-dire le 15, donc on va définir une liste. Sur la liste, on va établir une liste définitive avec des réservistes. Je préfère rappeler des joueurs par la suite pour des raisons de blessure notamment, plutôt que de prendre une liste élargie et puis d'éliminer des joueurs en dernière minute. C'est toujours difficile pour les joueurs qui sont éliminés, pour le groupe. Donc voilà, on va procéder comme cela. Voilà donc Christian Gourcuff, pardon, qui parlait de sa liste des 23 plus. Et nous salue. Il est pas mal quand même, Montpellier. Il se débrouille. Un peu moins qu'Alusma, mais il se débrouille. Alors, la liste des 23 plus les joueurs qui pourraient, bien sûr, comment on les appelle déjà, les réservistes, qui pourraient remplacer ceux qui sont blessés ou qui ne peuvent pas jouer à la dernière minute. La liste des 23 de Gourcuff, il l'a dans la tête. Est-ce que, à votre avis, la liste des 23 de Gourcuff, elle va changer après le tirage au sort? Quand on connaît ses adversaires, est-ce qu'on va changer ou on va rester avec sa philosophie, comme lui, il aime à l'appeler, ma philosophie de jeu? Je crois qu'il ne va rien changer, au contraire, parce que lui, la dernière fois, quand on avait parlé des deux manières de voir des deux entraîneurs, il y a un entraîneur qui réfléchit avec la force qu'il possède et un autre qui réfléchit avec les forces de l'adversaire. Qu'est-ce que je vais préparer contre la force de l'adversaire? Je pense que M. Gourcuff pense à ses forces d'abord, et c'est pour ça qu'il ne va pas attendre le tirage au sort. Il est fixé, il connaît tout l'effectif. Je ne pense pas qu'il va y avoir des changements. Moi, je pense rien que Christian Gourcuff, c'est vraiment une personne très intelligente. Il a parlé tout à l'heure d'expérience depuis 82 qu'il entraîne. Il a fait 14 ans de Ligue 1, je crois, à Lorient. Et là, il n'a pas d'expérience sur le plan continental. Mais sa politique, sa façon de voir le jeu reste quand même la même. Et sur la liste des 23, moi je ne crois pas, je rejoins M. Nordine Saadi, je ne crois pas qu'il va faire des changements parce que l'heure n'est pas au changement. Je le coach aussi. Là, il va maintenir l'effectif avec lequel il a débuté les éliminatoires. Peut-être un ou deux. Voilà, deux éléments max de près, sinon pour aller des réservistes. Allez, on va aller très vite, monsieur. Où est-ce qu'il a des problèmes? Où est-ce qu'il doit avoir des choix difficiles? Il ne va pas avoir de choix difficiles. Il a en tête la liste des 23. Ça y est, elle est faite dans sa tête. La défense.
La défense, monsieur, c'est ce qui m'inquiète, moi. La défense, justement, écoutez, pour la défense, il a répondu. Il a dit, moi, ma défense, elle me satisfait amplement. Il a parlé des deux buts encaissés, c'était pas à cause de la défense, c'était des erreurs de milieu de terrain. Il a même cité Faroul Brahimi qui ont perdu la... Brahimi qui a donné le ballon. Exactement. Ce qui est bien, c'est qu'il a sa méthode à lui. Il ne veut pas ramener une trentaine d'éléments, ou jusqu'à 40 éléments, pour après donner les 23 et éliminer les autres. Ça ne sert à rien. Il a parlé de réservistes, il a parlé du groupe aussi, c'est très important. Pour gagner une CAN, il faut penser à ces détails. Il a parlé de groupe, c'est-à-dire s'il ramène plus de 23. Admettons qu'il va ramener 30 éléments. Les 7 autres éléments, et, écoute, il y a des affinités qui vont se créer entre les autres joueurs. Et quand il va les éliminer, il y a les autres joueurs qui ne vont pas accepter. Ça peut créer quelque part... Il ne veut pas casser le groupe. Voilà. Il veut déterminer dès le départ. On va poursuivre, il a répondu à une question... Ces affinités, pardon, même au niveau du groupe des gardiens de but, il n'y aura pas de changement. Ah, parce que les 4 se connaissent pratiquement. On a parlé de... Non, on ne dit pas 4, on dit 3. Non, attendez. Il y a 4 qui tournent. Pour 3 mais remplace 3. Oui, je sais. Donnez-moi les noms. Les 3 qui vont être prises, Boulhaïs, c'est clair, c'est sûr. Zemamouche et probablement Doha. Ouais. Mais franchement, moi je pense que concernant les gardiens de but, cette année, on a vraiment fermé les yeux sur Khdaïria. Il a fait vraiment en Coupe d'Afrique des clubs, champion. Oui, mais est-ce qu'en si peu de temps, il peut changer le groupe? Hadj parlait de groupe et de dynamique de groupe. C'est pour ça que j'ai parlé des gardiens de but. Il y a des affinités, ils se connaissent. Les trois gardiens de but se connaissent, ou les 4 qui actuellement qui tournent. Il y a le numéro 1, numéro 2, le numéro 3. Ils ne sont pas nominés. On va parler de nomination tout à l'heure. Là, justement, en conférence de presse, il vous avait dans la tête, Rafik Habib, il a parlé de ce fameux 4-4-2. Est-ce qu'il y a un 4-4-2? Est-ce qu'il y a un 4-4-2 Gourcuff? Eh bien oui, il y a un système Gourcuff 4-4-2. On l'écoute. Après, je ne vais pas faire un cours sur le 4-4-2. Après, 4-4-2, ça ne veut pas dire 2 attaquants. On a joué une fois avec 2 attaquants qui ont le même profil, c'est-à-dire Hilal Soudani et puis Islam Slimani. Mais vous pouvez jouer en 4-4-2 avec 2 attaquants de profils différents. Pour moi, Brahimi, quand il a joué, il a toujours joué comme un attaquant de soutien et après un attaquant de pointe. Donc voilà, c'est donc. Mais pour moi, c'est un 4-4-2. Donc c'est tout. Je vous dis, je ne vais pas refaire le. Alors appelez ça le 4-2-3-1. C'est pas du tout un 4-2-3-1 parce que déjà au niveau des extérieurs, ils sont positionnés plus bas, donc déjà il y a une grosse différence par rapport au 4-2-3-1. Et après l'organisation de zone est aussi complètement différente. Plutôt que de parler de 4-4-2, c'est une organisation de zone qui est complètement différente du marquage individuel qui s'opère dans pas mal d'équipes et ce qui se faisait précédemment dans l'équipe nationale. Donc ça c'est la grosse modification plutôt que d'organisation en 4-2-3-1 ou 4-4-2. Le 4-4-2 il n'est pas figé. Donc il y a des situations où évidemment vous avez un placement des joueurs, et notamment au niveau des 2 attaquants, qui ne sont jamais sur la même ligne. Et quand ils sont sur la même ligne, comme c'était le cas contre le Mali en première mi-temps, ça pose problème, effectivement. C'était justement le gros problème qu'on a eu devant, avec un manque de coordination entre Hilal Soudani et puis Islam Slimani. Mais je peux vous dire que sur les 6 matchs, on a joué en 4-4-2, et c'est après la perception du 4-4-2, à ce moment-là, qui n'est pas la même entre vous et moi. Voilà, avant il y avait 3 chiffres pour le foot, c'est 1, 2, 3. Maintenant il y en a 3 autres, c'est 4-4-2. Moi j'adore ce type, j'adore ce breton. Autant c'était compliqué avec Coach Vaïd qui essayait d'expliquer sa tactique et sa stratégie et ses cours de football sur un tableau devant 50 journalistes qu'adore Nordin Sadi. Maintenant il y a le 4-4-2. J'adore le 4-4-2 de Gourcuff. Il est très simple. En fait, il veut expliquer que le foot, c'est pas figé. Le foot, c'est en mouvement. Il est évolutif. Voilà. En fait, Farouli n'est pas attaquant. Pour ceux qui ne savent pas, Farouli est milieu de terrain, comme Mahrez. Et ils ont des positions de situation. Quand ils n'ont pas le ballon, ils sont en milieu de terrain. Et quand ils ont le ballon, ils sont en position offensive. Les 2 attaquants, le fameux 2 du 4-4-2, messieurs, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est les titulaires de Gourcuff, c'est ce que j'ai compris, c'est Slimani devant le but qui tourne autour
d'un joueur qui s'appelle Brahimi, qui lui est un électron libre. C'est l'artiste de cette équipe. On ne sait pas ce qu'il va faire avec le ballon. On ne sait pas s'il part à droite ou s'il part à gauche, s'il va tirer ou s'il va passer. Et c'est lui, le deuxième attaquant, il est juste derrière Slimani. Et puis il y a Farouli et Mahrez, maintenant qui a gagné sa place de titulaire après le mondial, parce qu'il n'a pas joué. Il a un peu joué en Coupe du Monde et après il a fait des interviews en conférence de presse. Et là, c'est vraiment le milieu offensif de Gourcuff. Maintenant, les deux récupérateurs, c'est là la grosse question que je vous pose, messieurs. Qui sera la paire de récupération en Coupe d'Afrique? Qui seront les hommes forts, ceux qui vont chercher les ballons, ceux qui vont au charbon, comment on les appelle déjà? Les porteurs d'eau. Qui va être les deux récupérateurs? Première question. Et la défense à plat, qui va être la défense titulaire en Coupe d'Afrique des Nations? Avant d'aller vers les journalistes, je suis obligé d'aller vers le coach, sinon je vais perdre ma place. C'est du déséquilibre là. Alors, qui pour vous sont les deux récupérateurs types de la sélection? Ça sera les deux que choisira M. Gourcuff. Oh, c'est trop facile, Nordin, c'est trop facile. C'est trop facile. L'Ahsen Ben Taleb, l'Ahsen avec le joueur qui joue en Italie, avec la houppette. Taider. Ah oui, on en a 4, il choisira 2. Et je pense que le terrain va lui dicter son choix. C'est-à-dire, merci Nordin, il va titulariser les récupérateurs selon l'adversaire qu'il a en face. Certainement, selon l'adversaire, mais le terrain aussi va peser dans son choix. Ce qu'on appelle un distributeur, un technicien qui manipule bien, soit Ben Taleb, soit Taider, soit avec un beau terrain, il faudra l'affaire. Pourquoi l'Ahsen est indétrônable? D'abord, il a le brassard. Non, au-delà du brassard, je pense que l'Ahsen a accumulé un capital d'expérience extraordinaire. C'est le taulier? Ah oui, c'est le taulier de service, c'est clair. Moi, je pense que lorsque l'Ahsen est bon, l'équipe algérienne est bonne. Dans la récupération, c'est très important. Il fait partie du leader maintenant avec le retrait de Majid Bouguera. C'est lui qui assure cette transition entre l'entraîneur et le reste de l'équipe. Mais je pense que pour le récupérateur dont on parle, il y a lui, il y a Ben Taleb, il y a Taider, et il ne faut pas oublier Abeid. Abeid, que l'entraîneur veut voir à l'œuvre, et il va être probablement le titulariser contre la Tunisie pour le voir vraiment à l'œuvre. Et je pense que ça va être la surprise un petit peu du chef. Vous savez, Jamel, vous devriez faire de la télé. Parce que ce que vous venez de faire, on l'appelle dans le jargon une perche. Vous me lancez une perche pour parler de la Tunisie. On reviendra à Taider, justement. Et c'est le dernier test match, hein, parce que c'est la dernière, qu'on appelle ça, revue d'effectifs avant répétition. De rester aussi à 2 récupérateurs. Nous allons jouer contre des équipes un peu solides. Ça dépendra des résultats. Il sera peut-être ramené à jouer avec 3. Donc, non, pour maintenir le résultat. Avec un gros récupérateur. On va revenir à un cauchemar qu'on a vécu. La Coupe d'Afrique 2013. Non, il parle de avant. Alors, on va parler de la Tunisie. Et je vais aller à la s'il vous plaît. On a terminé certaines rencontres avec 6 attaquants. Je n'arrive à retenir personne. Je me retourne vers Rouné et sa caméra. Merci Mehdi Haddad. On va se poser la question. On se la pose ici. Et c'est Christian Gourcuff qui répond. Pourquoi le choix de la Tunisie et comment on va se préparer face aux Tunisiens avant la Coupe d'Afrique? Oui, mais si vous voulez, le match contre la Tunisie, ce sera surtout pour moi l'occasion de voir ma propre équipe. Donc c'est pas simplement de se confronter à un autre adversaire, bon, qui a peut-être sûrement pas les mêmes caractéristiques que le Sénégal par exemple. Mais enfin bon, ça reste un adversaire de qualité, de valeur. Donc bon, c'était intéressant avec un petit déplacement qui est pas non plus ce qui n'est pas non plus anodin justement en termes de fatigue. Et donc ça nous permettra de revenir après le match et donc de pas trop je dirais de pas perdre trop de force non plus dans le déplacement, avec des conditions de jeu aussi intéressantes. Donc voilà, c'est...
Voilà, le choix de la Tunisie, d'abord, c'est pas loin. Le stade est excellent. On a parlé de Monastir, mais aux dernières nouvelles, on va fixer Radès, qui est le bijou du football tunisien. Superbe stade, c'est un mini stade de France, en gros, hein, si je dois résumer. Beaucoup plus, il ressemble à l'Arena d'Amsterdam. L'Arena d'Amsterdam, c'est un bon stade. Oui, bonne pelouse, on peut bien jouer. Les deux coachs, l'ancien qui est un ami de Zer TV et un ami de la fédération, c'est Mister... l'entraîneur de la Tunisie, Likens, voilà, Mr. George Likens, qui va s'entendre très certainement avec Gourcuff pour faire le maximum de changements, pour faire jouer, pardon? Ou pas. Peut-être qu'ils vont pas faire beaucoup Si, de si, changements. si, bon, je suis certain, moi j'en doute pas. Généralement, je pense qu'ils vont faire le maximum. Ils vont faire le maximum, ils se préparent tous les deux pour la CAN, ils ont les mêmes objectifs. Le choix aussi, messieurs, de ce match, c'est que les deux équipes savaient avant le tirage au sort qu'ils n'allaient pas s'affronter dans le groupe. Dans le même palier. Voilà, on joue dans le même climat, c'est un climat méditerranéen. Proximité. Beau stade. Que peut-on attendre de cette confrontation avant la Coupe d'Afrique des Nations? Bon, vous avez dit tout à l'heure, et Nordin l'a dit, que Gourcuff compte d'abord sur son équipe. Donc, l'adversaire, qu'il soit de corpulence, qui joue en football physique ou pas, ça ne rentre pas dans parce que la logique, enfin, c'est pas une logique. On aurait voulu qu'on choisisse des adversaires, certains spécialistes le disent, il faut choisir des spécialistes dans le football ressemblent au prochain adversaire. Non, pour lui, c'est pas ça. C'est une dernière revue d'effectifs avant de rallier Malabo 2 jours après. 4 jours après. Ça rejoint la philosophie de Nordin. C'est ça, c'est-à-dire qu'il compte sur ses forces. Et après... D'ailleurs, il a déclaré, Jamal. Il a dit que moi, ce match va me permettre à préparer mon équipe qui va commencer la compétition. Voilà, c'est ça. Dans sa tête, il va, avec ce match qui vient contre la Tunisie, d'abord. tout à fait, il va aligner l'équipe qui va commencer la compétition, il va commencer contre l'Afrique du Sud. Pratiquement l'équipe qui va commencer, c'est elle à 90%, si c'est pas plus, qui va commencer le championnat d'Afrique. On va parler justement sur la Tunisie. Je trouve que c'est un choix très judicieux de jouer la Tunisie. Il vient de le dire, Gourcuff, de par la proximité, parce que juste après le match, retour à Sidi Moussa, 4 jours après, c'est la liste qui tombe, et juste après, c'est le départ pour la Guinée équatoriale. Donc voilà, il connaît son effectif, il parle de son équipe, je vais essayer mon équipe. Je pense qu'il reste quelques petits réglages à faire, et il les fera avec la Tunisie, avant de jouer l'Afrique du Sud. Pour terminer, je vais terminer avec Nordin. On a regardé ce groupe C avec le regard algérien par rapport au Ghana, par rapport à l'Afrique du Sud et par rapport au Sénégal, que moi je trouve une des équipes les plus séduisantes de ce groupe et des qualifications. Mais si on se positionnait en Ghanéen ou en Sénégalais ou en Sud-Africain, est-ce que nous on fait peur à votre avis? Ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est... Les performances de l'équipe nationale ne sont plus à mettre en doute. On a fait une excellente préparation déjà avant le mondial. Les 2 matchs avant le mondial ont vu une équipe nationale métamorphosée. Roumanie et Arménie. En plus, au niveau du mondial. On a vu vraiment, le monde entier parle de nos joueurs et de notre équipe nationale. Mais ce qui est fondamental, ce qui est rassurant, c'est que M. Gourcuff et cette équipe, bien sûr, c'est l'équipe qui a fait qu'elle a stabilisé le tout bien qu'on pensait d'elle. C'est-à-dire la complémentarité des joueurs, l'insertion facile des nouveaux joueurs qui arrivent et qui sont tout de suite dans le bain. Je pense qu'on a parlé la dernière fois de l'adhésion de cette équipe, de l'amour qu'ils attachent à cette équipe. Il leur manquera qu'à concrétiser. Il leur manquera un 12e homme. C'est le public qui les a habitués à être derrière. Très important. Et ce dont a peur M. Gourcuff, le terrain. Moi, je ne dis pas l'arbitre parce que je pense que l'arbitrage après le mondial, ils vont faire Pour vous, attention. le terrain est important pour que la philosophie de jeu puisse être appliquée sur le terrain. Exactement, sinon on va changer tout, parce que depuis que M. Gourcuff est arrivé, il est en train
d'aligner des séances d'entraînement qui préparent à la concrétisation de son 4-4-2. Comment commencer, comment finir, etc. Si le terrain n'est pas bon, le ballon deviendra Merci plus messieurs. On va passer à la troisième et dernière partie. On s'excuse ce soir, elle sera courte. Celle du face à vous, vos questions. Rassurez-vous, on va passer les plus croustillantes. Mehdi Haddad va nous aider. On va passer à la troisième partie, le face à vous. Alors, pour la Real, on va faire facile. On va faire la première et la dernière question de ce face à vous. On va commencer donc par Roslan Sahar qui nous pose sa première question. Comment expliquer, il a écrit expliquer, mais bon, comment expliquer que les journaux spécialisés disent que les supporters usmistes qui ont investi le stade, on parle du match USMA-MOB ou plutôt MOB-USMA, disent que les supporters usmistes ont investi le stade alors qu'ils étaient sous un déluge de pierres. Franchement, c'est une incitation à la violence, du moment que la victime qui essaye de se protéger en ne trouvant aucun refuge que le terrain soit incriminé. C'est désolant, je ne sais pas si on les a incriminés ou pas, c'est ce qu'écrit Roslan. Trouvant refuge sur le terrain, soit incriminés, c'est désolant. Comment ceci se présente, je ne jure de rien, car d'ici peu de temps, la violence atteindra Omar Hamadi. Il parle de son stade, ça doit être un supporter de l'USMA, celui-là, c'est évident. Il faut bien se défendre dorénavant. La légitime défense est un droit mondialement reconnu, même par les instances de la Cour suprême de La Haye. Il va très fort. Mais moi, ça me fait peur, justement, qu'on parle de légitime défense, même dans le football. Ici, il ne parle pas de légitime défense, il parle de loi du talion, ici. Hein. Ouais, ça c'est pas acceptable. Écoute, pas acceptable du tout. Des exemples à prendre, Riyad, et il ne faudrait pas que... Sensibiliser au maximum. Il ne faudrait pas que tomber dans le piège de... كما نقولوا حنايا كما دير لي نجي ندير لك. Là, on va laisser. C'est important ce que vous dites. Ben oui, il faut pas. Au contraire, il y a des exemples là, on a donné avec Bokhmia, il y a des clubs où ils ont perdu sur leur terrain, et ils n'ont rien fait. Ils ont applaudi l'adversaire et puis voilà, c'est ça le foot. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est vraiment, c'est pas ça qu'on a envie de. Non, je ne parle pas de l'USMA en particulier. Non, mais par exemple, une équipe qui se déplace. Je peux parler du MCO, de la JSK, de l'USMA, du Mouloudia, du CSC qui se déplace et qui se fait malmener. Est-ce que cette philosophie de la vengeance au match retour, est-ce que ça aussi, ça ne génère pas un esprit de violence et on perd complètement cette philosophie du foot? Vous savez, il suffit qu'une personne fasse ou évoque cette option de vengeance, que les gens le suivent. C'est pour ça qu'on a passé cette question. On dit à chaque fois que c'est un groupuscule de gens qui manipulent les foules. Et ceux de Béjaïa, ça devait être qu'un petit groupuscule qui les a manipulés également. Ce n'est pas les supporters. Non, c'est pas les supporters, les véritables. Parce que les véritables supporters ressortent, applaudissent ou n'applaudissent pas et ressortent même avec un peu de profonde amertume. Oui, parce que leur équipe a perdu, mais ils sortent, ils vont pas s'aventurer à faire des... Il y a des gens qui veulent régler des comptes, il y a des gens qui incitent à la violence, il y a de la manipulation. Bien sûr qu'ils font mal au club. Qui dit que les gens qui ont fait tout ce grabuge à Béjaïa ne sont pas contre la direction actuelle du club et qui ne sont pas un peu jaloux des résultats du club. C'est ça le drame. Je trouve, la violence, et malheureusement, n'est pas propre à l'Algérie. Malheureusement, heureusement. Il y a quelques jours, il y a eu mort d'homme en Espagne. C'était le match Atlético Madrid-Deportivo La Coruña. Donc ce sont deux groupes d'ultra qui se sont un petit peu chauffés avant le match. Donc c'est les ultras du Déport qui sont un peu d'obédience extrême droite et les ultras de l'Atlético Madrid qui sont d'extrême gauche. Donc il y a un peu de politique dedans aussi. Il y a eu mort d'homme à la sortie de Vicente Calderón. Un homme... Le stade de la Coruña? Non, le stade de l'Atlético Madrid. Le deuxième stade de Madrid. Pour ceux qui connaissent, c'est un stade qui se trouve sur un pont, il y a une rivière, etc. Donc cet homme a été poignardé, jeté dans la rivière. Ça a fait un tollé général en Espagne. Même la fédération est montée au créneau. La fédération, la société civile, etc.
Ben, écoutez, c'est vrai que, comme l'a dit Jamal, il ne faut pas encourager ce genre d'appel. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas s'il a envie de faire de l'humour. C'est pas un appel, c'est une philosophie. C'est de la philosophie, etc. Il ne faut pas évoquer le talion ou la haie ou je ne sais pas quoi. Il faut au contraire sensibiliser, appeler au calme. Et ce n'est pas le huis clos qui va régler le problème. C'est la présence des forces publiques. C'est un drame. Mouloudia Doran, Azmo Doran, ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu ce derby sans public. Usma Mouloudia sans public. On doit arriver à la restriction. C'est-à-dire que dans le football, on punit les joueurs, on punit les entraîneurs pour dépassement des fois, on punit les dirigeants pour mauvaise déclaration. On ne punit jamais, ou bien on punit mal le public, puisque le huis clos ne sert à rien. Enfin, je pense. On punit tout le public. Non, je pense qu'il faut restreindre les clubs qui ont beaucoup de public et qui font des problèmes. Il faut restreindre le nombre. Ouais. C'est-à-dire, au lieu de faire le plein, ils ont le droit, cette fois-ci, à ne faire rentrer que 1000 sur les 5000 qui rentraient. Par exemple. Allez, il ne reste pas beaucoup de temps. Nordin, on va passer à la dernière question de Cogito ergo sum. C'est un pseudo très latin. Il doit bien cogiter. Hein. Il cogite et je suis sûr qu'il aurait parié que je n'aurais pas lu sa question, mais je vais quand même la lire. C'est pas une question, c'est presque une chronique, une chronique de presse que je vais lire en entier. Allez, Mahdi, tu me balances la chronique. Alors, j'ai une question qui me tarabuste. Le texte est excellent, qui me tarabuste l'esprit. Un peu longue, la prémisse. Alors, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, soyez indulgents. Ce n'est pas moi, soyez indulgents pour Cogito. Un peu longue la prémisse, mais bon, l'intro n'est pas moins utile que la conclusion. L'Algérie perd la bataille de l'organisation de la CAN 2019-2021 et on veut nous administrer ce palliatif des fortes chances de l'Algérie, logiquement, de décrocher la CAN 2017. La décision est prévue en janvier, je suppose, histoire de nous jeter des grenailles pour assouvir notre faim. Pour ceux qui ont encore faim. Là, c'est bien évident, le jeu des coulisses qui a eu raison de l'analyse technique stricto sensu des dossiers de candidature. Quelques semaines après, Brahimi & Co tombe très bas de la shortlist des nominés pour la CAF Awards. Et là aussi, c'est le jeu, ou le sale jeu, c'est les termes de Cogito ergo sum, le sale jeu qui prend le dessus sur l'échelle de mérite technico-tactique stricto sensu. Ça, l'échelle de mérite, c'est l'échelle de mérite de Cogito ergo. Hein, on le précise. Et on tente, comble de l'ironie, de nous faire croire que c'est les retombées fatales de la mort des Bossé. Pauvre et Bossé, il essuie sur son pauvre dos. L'aïrahmou, et on peut lui dire à ce pauvre et Bossé qui a fait le bonheur du football algérien, de nous faire croire que c'est des retombées fatales de sa mort qu'on est en train de payer cher. Soit. Mais s'il vous plaît, messieurs, il parle de vous sur le plateau, pouvez-vous m'expliquer où se trouvaient nos membres caracolants, les membres algériens, je suppose, caracolants en haut de la hiérarchie de la CAF, au moment où les dés étaient en train d'être pipés. C'est ces termes. Qu'en est-il de ces bonnes gens pour le football algérien? Qu'ont fait ces bonnes gens pour le football algérien sur cette arène africaine? Cette situation ne soulève-t-elle pas des questionnements quant à l'intérêt de la présence de nos responsables footballistiques au sein des instances africaines? Allez, laissez-moi accoucher du morceau qui me reste en travers de la gorge. On va soulager donc notre ami Cogito de son morceau qui lui reste en travers de la gorge. Finalement, ne sont-ils pas en train de se sucrer, c'est les termes de Cogito, au détriment des intérêts au nez et à la barbe de leur propre nation, donc des intérêts de l'Algérie, si c'est bien compris? Ne tirent-ils pas les dividendes des exploits de l'international de leur équipe nationale au même titre que de leur club, en temps de sétif, pour gravir les échelons de la pyramide africaine? Mystère et boule de gomme. Messieurs, y a-t-il mystère? Moi, je ne pense pas qu'il y ait mystère ici. Bon, si j'ai bien compris la chronique. J'ai lu un peu vite, mais... C'est-à-dire, oui, il porte bien son pseudo, Cogito, il a bien cogité sa question. Cogito ergo sum. Voilà. Qu'on salue, et qui continue à écrire. Je pense qu'il veut faire allusion aux représentants, ce que j'ai compris, aux représentants algériens dans les instances africaines. À M. Larawa. Et là, moi, je pense que la question de la Coupe d'Afrique, je crois qu'elle est tranchée. Si l'Algérie n'a pas eu celle de 19 et celle de 21, ça veut dire qu'elle va avoir celle de 2017. Je suis convaincu de ça. L'Algérie va organiser la Coupe d'Afrique 2017. Donc il fallait trouver la formule pour ne pas lui donner celle de 2019 et 2021. Voilà, ça c'est la première interrogation. La seconde, lorsqu'ils parlent qu'ils sont en train de se sucrer, je pense que chaque représentant d'un pays dans une instance africaine ou autre
est d'abord représentant de l'Algérie, c'est clair, de représenter les intérêts de l'Algérie, mais il est d'abord aussi un élu, si vous voulez, de la confédération qu'il représente. C'est un élu africain. Africain. Il fait partie du bureau exécutif de la Confédération africaine de football, comme c'est le cas de M. Al-Hajj Al-Warawa. Donc il représente d'abord les intérêts de la Confédération africaine et celle de l'Algérie par ricochet, naturellement. La preuve, les Algériens sont nombreux au niveau de la Confédération africaine, au niveau des différentes structures, des commissions, techniques, arbitrage, etc. Ils occupent des postes même importants. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème d'intérêt ici. Le meilleur exemple, je pense, on va évoquer le cas de Amarani, le secrétaire général de la Confédération africaine, qui ne peut pas, qui est marocain, qui représente un petit peu le Maroc indirectement, mais qui est d'abord secrétaire général de la Confédération africaine. Et qui n'a rien fait pour le Maroc. Et qui fera rien du tout pour le Maroc. Ils pouvaient rien faire déjà. Quand ils vont prendre les sanctions concernant le boycott, le retrait du Maroc. Mais est-ce que quand on est algérien en Confédération africaine et qu'on arrive à obtenir une organisation de Coupe d'Afrique des Nations ou un ballon d'or africain, est-ce que c'est pas de la manipulation? Si ça aurait été un Égyptien, par exemple, qui obtient un titre pour un joueur égyptien, est-ce que ça nous aurait fait plaisir? Est-ce que être membre de la CAF n'est pas un honneur, ou est-ce que ce serait un déshonneur d'être manipulateur, entre guillemets? Est-ce que ce serait pas de la manipulation d'essayer d'obtenir, même si, moi, ça me gêne un peu que dans le top 5 africain, il n'y ait pas d'Algériens. Sincèrement, ça me gêne. Mais est-ce qu'un Algérien au sein de la CAF, ça pourrait changer quelque chose? L'affaire. Non, comme l'a si bien dit Jamal, c'est d'abord un élu du continent. C'est-à-dire il est là pour gérer le football africain. Il n'est pas là pour défendre. Sinon, on aurait eu un représentant de chaque pays. Sinon, un parlement. Alors que dire des pays qui n'ont pas de représentant au sein du comité exécutif? Je pense que si on n'a pas obtenu la Coupe d'Afrique, ou si on l'aura, même si on l'aura pas, ça peut pas être uniquement de la faute de Al-Warawa. C'est pas possible. Bon, c'est vrai que on peut dire que c'est de sa faute si des choses ont été faites contre le pays en sa présence. C'est-à-dire il a accepté le fait accompli. Il n'a pas défendu. Il n'a pas défendu, etc. Je ne pense pas Connaissant le personnage, ça m'étonne que ce soit le cas. Qu'il se laisse faire. Il ne s'en sera pas faire, c'est clair. Parce que de toutes les manières, sa première légitimité, c'est celle d'être algérien et président de la fédération algérienne. Ça, bon, je pense que pour ce poste, quand même, l'Algérie a bataillé pendant des années. Depuis le décès de Dr Maouch au début des années de l'indépendance, on n'a pas eu de représentant au sein du comité exécutif de la CAN jusqu'en 2004. C'est quand même... Il y a aussi son influence au niveau voilà, de la maintenant, qu'on le veuille ou pas, il a une influence exécutif et influence qui arrange bien l'Algérie. Qu'on ne voit pas, et c'est pas aussi évident. On ne voit pas qu'elle n'est pas évidente, mais quand même qu'on pourrait voir... écoutez, je ne pense pas que... maintenant, un autre exemple. Je ne pense pas que Hamoudi soit élu meilleur arbitre africain comme ça par enchantement. Hein. Il y a beaucoup de bons arbitres africains aussi. Mais qu'il soit élu, qu'il se maintienne comme ça, qui passe en Coupe du Monde, etc., qui organise et qui arbitre des quarts de finale de Coupe du Monde, ça aussi, il y a de l'influence des représentants de l'Algérie. Et ça, Cogito devrait aussi en parler peut-être. Il devrait en parler aussi, il devrait les accepter. Alors Mariette, ce que je pense sur la question de Cogito ergo sum, qu'on le remercie déjà, j'ai beaucoup aimé la plume, mais finalement, sur la forme, ça peut paraître une question extraordinaire. Mais celui qui a écrit je dirais pas une question, mais c'est une chronique, est très dans les détails, je crois qu'il a une réponse. Et pour rejoindre mes confrères, sur la représentativité d'un membre algérien à la CAF, il est effectivement élu par les nations africaines. Il ne peut pas représenter que l'Algérie. Il peut peut-être... Il peut défendre l'Algérie, mais là, il est au travail du continent. Et pour revenir à la question du ballon d'or africain, manipulation ou pas, on ne le sait pas. Ça se passe dans les couloirs de la CAF. Et sur cette liste des 5 joueurs, on va le dire, Riyad, il n'y a pas des tocards. Il y a Touré, Vincent Enyama, qui n'est plus à présenter. N'est-ce pas, Nordin? C'est un grand gardien. C'est un bon gardien, mais il préfère Boulhay. Non, je préfère Moussa. Et à Moussa,
qui a fait une excellente Coupe du Monde, une excellente Coupe d'Afrique. Et il y a aussi, je crois, Didier Drogba. Donc c'est pas n'importe qui. Moi je mets une pièce encore sur Moi je mets une pièce sur Touré parce que Touré c'est le seul qui a gagné un titre. Regarde sur ce ballon d'or. Pour le ballon d'or africain. Je termine l'idée, Hadj Adlan. Sur ce ballon d'or, quand le sondage a été fait, on doit se poser la question, est-ce que la CAF s'est basée sur le parcours? Parce que finalement, c'est le ballon d'or 2014. Donc c'est 2013 et 2014. Sur la saison, oui. Alors, Brahimi a fait une magnifique deuxième moitié de saison. J'ai adoré l'expression de Nordin Saadi quand il a dit Brahimi, il était où pendant 9 mois? Redites-le moi, s'il vous plaît. Vous l'avez dit en rédaction tout à l'heure. Il était en gestation chez Vaïs pendant 9 mois. Il l'a retenu. Il a eu du mal à l'a retenu plus que 9 mois. Il a accouché hors terme. De Brahimi. Parce qu'il est venu bien après. Il aurait dû être prématuré, connaissant ses qualités, il devait être prématuré. Il devait être prématuré. Il n'y a aucun critère. Il y a une commission qui, c'est elle qui dirige. Est-ce qu'on voit après l'élu, est-ce qu'il y a le sondage des gens qui ont voté par rapport au France Football? Mais on ne voit pas ça. Celui-là, il écrit très bien. Franchement, il s'appelle Cogito. J'ai rien à dire. Mais je pense qu'il confond entre élection confédération africaine avec députation ici. C'est pas. C'est pas un député qui défend sa wilaya. C'est pas un député, voilà, qui va défendre sa wilaya. Alors, wilaya. messieurs, pour terminer, sincèrement, sur les nominés, 2013-2014, qui est pour vous le meilleur joueur africain? Celui qui mérite un titre. En tous les cas, si Touré est parmi les meilleurs, c'est qu'il est le meilleur. Mais je pense qu'un Ferroli aurait mérité de figurer parmi les 5 nominés. Ce qui vous gêne, c'est qu'il ne soit pas dans le top 5, pas pour qu'il ne gagne pas. Voilà, Ferroli devait être nominé. Moi, j'aurais aimé avoir un nominé, Ferroli, ok, parce qu'il a fait une saison avec le FC Valence, il a joué la Champions League. Et la finale. Il y a Gervinho qui n'a pas été nominé. C'est pas grave quand on parle de chacun son tour, s'il vous plaît. Quand on parle de Ferroli et de Brahimi, moi je trouve que c'est des jeunes joueurs. Et c'est de bon augure pour Brahimi. C'est pas une question d'être jeune ou pas jeune. Ferroli, moi je sais. Ferroli est en train d'éclater au niveau dans un championnat le plus relevé au monde, un des plus relevés. Les critères en Europe, les critères en Europe, c'est la performance, c'est la régularité dans la saison. Je sais. Et puis le comportement, c'est très important. C'est trois critères qui font qu'il y a une liste. Mais le titre, messieurs, qui a gagné un titre dans les 4 Algériens? Qui a gagné un titre entre 2013 et 2014? Ça compte aussi. Il y a des joueurs. Yaya Touré, je suis désolé, capitaine, il gagne un des plus prestigieux championnats en Europe avant d'aller en Coupe du Monde, même si son équipe, la Côte d'Ivoire, ne fait pas une bonne Coupe du Monde. Il a gagné un titre. Là, je suis d'accord. Avec il avait une bonne saison. Il s'est qualifié en Champions League. Merci, messieurs. Merci à vous. Le temps nous est compté. On l'a même dépassé. Mehdi Haddad est en train de me hurler comme à chaque semaine dans l'oreillette. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro d'une nouvelle émission qui s'appelle Yes Weekend. Oui, nous pouvons. Je ne sais pas si vous le croyez, vous ici, que nous pouvons la gagner, mais nous, sur DZL, on croit qu'on peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Yes Weekend. Premier numéro. Yes Weekend 2015, oui, bien sûr. Yes Weekend 2015, en attendant 2017. Avec comme invité prestigieux, je vous le donne en mille, celui qui parle breton. Nous, on ne le parle pas. Il y en a qui parlent kabyle, il y en a qui parlent arabe, il y en a qui parlent français, surtout sur ce plateau. Kabyle, oui, il y en a plein ici. Mais breton, on va s'exercer. C'est Christian Gourcuff qui sera l'invité du premier numéro de Yes Weekend. Donc, cette semaine, soyez au rendez-vous. Merci à tous. L'adresse Facebook qui s'écrit en bas de l'écran. Voilà, Facebook / FaceFoot, l'émission. Merci de votre fidélité. Écrivez-nous tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez de l'émission, votre avis, vos thèmes, vos propositions pour la semaine prochaine. L'émission de foot de Dzaïr, c'est FaceFoot, c'est ici, c'est tous les lundis. On se retrouve la semaine prochaine avec la même équipe, devant et derrière les caméras. Bonsoir.